En 2022, un mystérieux brouillard blanc a surgi de nulle part, engloutissant des villes entières. Des millions de personnes ont péri, transformant la région en une zone interdite et sans vie. Cependant, ce brouillard a aussi éveillé des pouvoirs surnaturels chez les humains et les animaux. 2 siècles plus tard, nous nous trouvons aux abords de cette zone, dans un village isolé par la neige. Une jeune femme taquine son compagnon sur son manque d'endurance apparent. Le jeune homme, à bout de force, se plaint que ses jambes ne le portent plus. Il la soutient sur ses épaules pour qu'elle puisse regarder par-dessus un mur, mais le poids devient insupportable. Elle l'ignore et le sermonne sur sa faiblesse, lui rappelant de s'entraîner davantage. Rassemblant ses dernières forces, il lui ordonne de se concentrer et de bien regarder cette fois-ci. À l'aide de jumelles, elle aperçoit enfin une silhouette solitaire faisant face à 2 monstres terrifiants. Le monstre à cornes pousse un hurlement de rage, libérant une onde de choc écarlate. Un homme masqué et son compagnon renard surgissent, lançant une offensive coordonnée. L'épéiste aux cheveux d'argent se jette en avant avec une vitesse et une précision redoutables. La créature renard exécute une attaque aérienne, exploitant une ouverture pendant que son partenaire frappe. L'observatrice est stupéfaite de découvrir qu'un des combattants est en réalité un métamorphe. Mais elle s'impatiente, plus intéressée par le butin de la mission que par le spectacle du combat. C'est alors qu'un 3e guerrier, armé d'une hache dorée, plonge sur la bête. D'un coup surpuissant, il abat son arme sur le monstre, scellant son destin. La créature s'effondre au sol, vaincue par la force brute du nouveau venu. L'homme masqué s'approche, dubitatif, mais le porteur de la hache confirme la mort du monstre d'un air assuré. Les 3 guerriers se tiennent au-dessus de la carcasse du monstre, la mission accomplie. L'observatrice, fascinée, rêve à son tour de posséder de tels pouvoirs. L'excitation la fait basculer, et son compagnon crie, incapable de la retenir plus longtemps. Ils s'effondrent tous les 2 dans la neige, le jeune homme écrasé sous son poids. Ignorant sa douleur, elle se réjouit déjà de la récompense qu'ils tireront de cette chasse. 2 heures plus tard, ils se retrouvent dans une cour délabrée, loin de la zone de combat. Le jeune homme prépare une soupe chaude, dont l'arôme semble réconforter tout le monde. Il sert un bol généreux de ce ragoût fumant, un repas bien mérité. Il présente respectueusement le premier bol à un vieil homme, l'invitant à se joindre à leur repas. Le vieil homme, d'un air bourru, accepte la nourriture tout en affirmant qu'il n'a pas besoin d'être materné. Le jeune homme s'apprête à ronger un os, mais sa partenaire le regarde d'un air exaspéré. Elle lui reproche de ne pas manger la viande, alors qu'ils en ont pour plusieurs jours. Il tente de se justifier en expliquant vouloir économiser, mais elle refuse catégoriquement. Soudain, son œil se transforme, révélant une pupille étrange et florale, signe d'un pouvoir qui s'active. Tandis qu'elle savoure son repas, il est de nouveau frappé par une cécité temporaire. Un flashback révèle qu'il y a 7 ans, un jeune garçon fut emprisonné par un mur invisible. Cette barrière infranchissable l'a confiné dans une zone de 17 km autour du brouillard blanc. Seul avec une lanterne, le jeune garçon erre dans les ruines désolées de ce territoire hostile. Il touche la paroi invisible, confirmant son statut de prisonnier dans cette vaste cage. Même enfant, il tentait désespérément de s'échapper, creusant des tunnels avant d'être interrompu par une explosion. Il se remémore ses 7 années de tentatives d'évasion, utilisant des échelles et des explosifs, toutes vouées à l'échec. Pire encore, sa captivité s'accompagnait de crises de cécité de plus en plus fréquentes et douloureuses. De retour au présent, la panique le saisit en réalisant que son état ne fait qu'empirer. Coincé entre les reproches de ses 2 compagnons, il endure silencieusement leur colère. Sa détermination est sans faille. Il ne peut plus attendre et décide d'agir cette nuit même. La nuit venue, une présence menaçante aux yeux rouges épie la jeune femme endormie à travers la porte brisée. Un bruit suspect la tire de son sommeil, ses yeux aux pupilles uniques s'ouvrant d'un coup. Il la réveille brusquement, son visage intense juste au-dessus du sien, pour lui poser une question urgente. Son exaspération est palpable alors qu'elle lui confirme l'évidence de son réveil forcé. Ignorant son agacement, il lui ordonne d'un ton grave de prendre le vieil homme et de s'enfuir immédiatement. Elle se remémore sa promesse de briser un jour ce mur invisible pour la libérer. Il la regarde dormir, le poids de ce serment pesant lourdement sur ses épaules. Un flashback nous ramène 7 ans en arrière, quand le brouillard blanc a déferlé sur la ville. Au milieu de la panique générale, la foule fuyait désespérément pour échapper au désastre. Dans le chaos, le jeune garçon tendait la main pour sauver une petite fille aux cheveux rouges. Les larmes aux yeux, elle voyait en lui une lueur d'espoir au milieu du désespoir ambiant. Leurs mains se sont frôlées, scellant un pacte silencieux pour s'échapper ensemble. C'est ainsi qu'il a juré de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de briser la barrière. De retour au présent, une toux sèche et inquiétante se fait entendre depuis la chambre du vieil homme. Le jeune homme sait qu'il est à court de temps. La santé déclinante du vieillard rend leur évasion plus urgente que jamais.
Il lui explique que seul un remède trouvé dans une colonie humaine peut sauver le vieil homme. Il lui révèle alors que cette prison n'a été érigée que pour lui et qu'elle ne devrait pas y être piégée. Refusant de l'entendre, elle l'étreint avec une force désespérée, jurant de le protéger. Il tente de la raisonner, lui disant de partir et de vivre sa vie loin de lui. Il lui propose alors un compromis, qu'elle devienne plus forte et revienne le protéger plus tard. Un silence pesant s'installe entre eux, chacun mesurant le poids de cette décision. Résigné, il lui tourne le dos et promet de préparer son départ pour qu'elle puisse partir au plus vite. Mais elle le retient par l'épaule, le suppliant de ne pas partir tout de suite. La scène bascule à l'extérieur, où un cri étouffé pour de l'aide brise le silence de la nuit. Sur les toits enneigés, sa voix résonne, trouvant du réconfort dans la chaleur de son étreinte. Le lendemain matin, le jeune homme regarde la voiture s'éloigner dans les rues enneigées et en ruine. Resté seul, il se dresse avec une détermination nouvelle, prêt à affronter son destin. Dans la voiture, le vieil homme interroge la jeune femme sur leur départ précipité, voyant leur ami au loin. Elle tente de le rassurer avec un sourire forcé, prétextant transporter de simples outils. Mais le vieil homme n'est pas dupe et la confronte, sentant qu'elle lui cache la vérité. Comprenant qu'ils abandonnent leur compagnon, il panique et essaie désespérément d'arrêter le véhicule. Ignorant ses supplications, elle écrase l'accélérateur, choisissant de suivre le plan du jeune homme. La voiture s'éloigne à toute vitesse, le laissant seul au milieu de la désolation urbaine. Son regard est fixé vers le ciel, conscient que la zone interdite est un lieu de mort en constante expansion. Ses yeux dorés brillent d'une volonté inébranlable, prête à tout pour briser sa prison. L'origine du brouillard blanc reste un mystère cosmique, régi par des règles mortelles pour quiconque ose les enfreindre. Un savoir fragmentaire, compilé au prix de vies humaines, est la seule clé pour survivre dans cette zone hostile. Quiconque pénètre dans ce territoire maudit doit abandonner tout espoir et se préparer à une fin certaine. 7 ans après en être sorti vivant, il est de retour, prêt à s'échapper pour de bon ou à y périr. Il s'enfonce dans les ruines de la ville, chaque pas le rapprochant de son objectif ultime. Soudain, une explosion aveuglante de lumière blanche déchire le paysage, le forçant à réagir. Alors qu'il fuit l'onde de choc, une fleur inattendue lui révèle une facette insoupçonnée de ce monde. Le décor post-apocalyptique se transforme en un paysage onirique, avec des arbres roses fleurissant sur les gratte-ciel. Il réalise avec stupéfaction qu'un écosystème entier prospère au cœur même de la zone interdite. Assis au milieu de ce paradis inattendu, il se promet de partager cette incroyable découverte avec ses amis. Il boit une eau étrangement pure et décide de s'installer pour un repas improvisé. Se réjouissant des provisions laissées par son ami, il cuisine joyeusement un repas chaud. Vu d'en haut, il remue son repas, seul au milieu des décombres où la vie reprend timidement. Il savoure sa nourriture avec une expression de pur bonheur, un rare moment de paix. Soudain, ses pupilles florales réapparaissent, annonçant une nouvelle crise. Le monde disparaît, le plongeant dans une obscurité totale, une nouvelle crise de cécité familière. Serrant les poings, il attend patiemment la fin de cette affliction, habitué à ce calvaire de quelques secondes. Stupéfait, il réalise que cette fois, malgré la transformation de ses yeux, il peut toujours voir. D'étranges inscriptions apparaissent alors sur son avant-bras, détaillant les règles impitoyables de la zone. Totalement déconcerté, il tente de comprendre le sens de ce message énigmatique apparu de nulle part. Il est abasourdi de voir les règles de la zone interdite s'afficher directement sur sa main. Son œil floral brille alors qu'il prend conscience de ces lois mortelles, dont la violation entraîne une punition fatale. Il se demande comment ces informations ont pu lui parvenir, le laissant perplexe face à ce nouveau pouvoir. Sans perdre un instant, il s'empresse de noter méticuleusement chaque règle dans son carnet pour ne rien oublier. Un sourire nerveux se dessine sur son visage en réalisant qu'il a échappé de justesse à la mort en se lavant les mains avant son repas. Une idée folle lui vient à l'esprit. S'il pouvait voir toutes les règles, il deviendrait invincible dans cette zone. Sa tentative pour réactiver son pouvoir se solde par un échec cuisant, lui faisant comprendre que cette capacité est totalement imprévisible. En y réfléchissant, il fait le lien entre la viande de monstre qu'il a mangée et l'activation de ses pouvoirs. Il se souvient de vieilles recherches indiquant que la chair de monstre stimule les pouvoirs et décide d'en consommer davantage. Pour la première fois, il passe une nuit blanche dans la zone interdite, son esprit entièrement tourné vers sa nouvelle quête. Ailleurs, un homme au regard sévère consulte son téléphone, l'air préoccupé par un message. Il reçoit une alerte. Une fluctuation d'énergie a été détectée dans la zone interdite numéro 22. Lee Sin, capitaine de la garde de nuit, fracasse une table et ordonne à ses équipes de se rassembler. La base s'anime alors que les membres de l'escouade se mobilisent pour la mission imminente. Yang Gu, spécialiste du combat rapproché, annonce fièrement qu'il est prêt à intervenir.
Zhou Leng, le tireur d'élite de l'équipe, confirme à son tour sa disponibilité. Xu Xiaomeng, de l'équipe de soutien, lève la main avec enthousiasme, prête pour le départ. Elle réprimande aussitôt son capitaine, inquiète de le voir ignorer une blessure encore fraîche. Le capitaine ignore ses reproches, son attention entièrement tournée vers l'écran de son téléphone. Depuis une plateforme surélevée, il informe son équipe qu'ils partent récupérer des cristaux psychiques. L'équipe exprime son inquiétude, rappelant au capitaine sa blessure et le danger de retourner dans la zone. Mais le capitaine, inflexible, martèle que leur devoir envers la garde de nuit prime sur leur sécurité. Malgré leurs craintes, les membres de l'escouade se mettent au garde-à-vous, prêts à obéir aux ordres. 30 minutes plus tard, un cristal d'énergie file à travers la zone interdite numéro 22. Le capitaine confie le précieux cristal à Yang Hu, lui ordonnant de l'évacuer pendant qu'il couvre ses arrières. Yang Hu s'élance alors à une vitesse fulgurante, devenant un simple flou bleu dans le paysage dévasté. Un hurlement bestial retentit, annonçant la présence d'une créature aux yeux rouges et au croc acéré. Perchée sur un toit, la bête observe ses proies s'enfuir dans les rues enneigées en contrebas. Le monstre à 4 bras plonge du ciel, prêt à s'abattre sur l'escouade. Le capitaine lève la tête, son visage crispé par la détermination, prêt à intercepter l'assaut aérien. Le capitaine hurle à son tireur d'élite d'abattre la bête qui poursuit Yang Hu. Le tireur d'élite s'exécute aussitôt, prenant position avec son imposant fusil. Une balle massive et chargée d'énergie est propulsée hors du canon. Simultanément, le capitaine utilise une mallette renforcée comme bouclier improvisé pour dévier l'assaut. Le monstre, les yeux rouges de rage, reçoit l'impact en pleine face. La balle explose au contact, projetant la tête du monstre en arrière et stoppant sa course. Yang Hu, le spécialiste du corps à corps, félicite le tireur pour ce tir parfait. La créature s'écrase au sol, immobile, apparemment vaincue par ce tir chirurgical. C'est alors qu'une botte s'abat du ciel, annonçant l'arrivée d'un mystérieux intervenant. Le jeune homme, suspendu dans les airs, invoque une pluie de lances dorées, prêtes à s'abattre sur la bête. Le jeune homme déchaîne une technique dévastatrice, projetant une centaine de lances dorées. Le capitaine, voyant une opportunité, ordonne à son équipe de ne pas rester en retrait. Les projectiles lumineux s'abattent sur la créature, provoquant une explosion assourdissante. La bête est transpercée de toutes parts, hurlant de douleur sous le déluge d'attaques. Contre toute attente, le monstre riposte avec un souffle d'énergie pure pour se défendre. Pour contrer l'attaque, le bras du capitaine se désintègre, révélant une structure osseuse énergétique. Son équipière, horrifiée par cette transformation, se précipite vers lui en criant son nom. Dans un geste désespéré, elle le mord au bras, tentant de le forcer à arrêter. Une lueur verte émane de sa morsure, signe qu'elle lui transfère une sorte d'énergie. Son pouvoir semble régénérer le bras du capitaine, stoppant la dangereuse transformation. Le monstre, ignorant la douleur, se jette sur le capitaine et sa coéquipière. Le capitaine part de justesse l'assaut furieux de la bête avec ses bras renforcés. Concentrant son énergie, il se prépare à déployer une barrière protectrice dorée. Pendant ce temps, le jeune homme érige son propre bouclier d'or pour stopper la charge d'un autre monstre. Le capitaine saisit l'occasion et hurle à son tireur d'élite d'ouvrir le feu. Une traînée rouge sang traverse l'écran alors que la créature est violemment percutée. La balle atteint sa cible en pleine tête, faisant exploser l'œil du monstre dans un cri de rage muet. Le tireur d'élite, imperturbable, admire la trajectoire parfaite de son tir dévastateur. La créature s'effondre, et le capitaine explique que les fluctuations psychiques rendent la zone mortelle. Inquiets pour leurs camarades en fuite, ils décident qu'il est temps pour eux aussi de quitter les lieux. Le capitaine et sa coéquipière battent en retraite à travers les rues désolées de la ville. Soudain, Yang Hu, le spécialiste du corps à corps, s'arrête net, une odeur inattendue attirant son attention. Guidé par l'arôme, il se précipite sur un toit et découvre une scène des plus invraisemblables. Stupéfait, il réalise que quelqu'un est en train de manger une fondue en plein milieu de la zone interdite. Le jeune homme savoure son repas avec un bonheur évident, ignorant totalement le danger qui l'entoure. Son festin est brusquement interrompu par une lame d'énergie jaune pointée sur lui. L'équipe l'encercle et Yang Hu lui ordonne de révéler son nom et son identité. Pris de panique, le jeune homme lève les mains en l'air et se présente nerveusement comme une personne ordinaire. Son interlocuteur reste sceptique, peu convaincu par cette réponse pour le moins hésitante. Le considérant comme un criminel, le capitaine ordonne à son équipe de récupérer un détecteur pour vérifier son identité. La jeune femme sort un détecteur, prête à scanner l'identité du suspect. Le jeune homme, main en l'air, se laisse scanner nerveusement par l'appareil qui émet un bip. Les résultats sont déconcertants. Aucun casier, aucune identité, et un niveau de pouvoir quasi inexistant. Le capitaine reste perplexe, se demandant comment un individu aussi faible a pu survivre ici.
Son regard glacial se pose sur le jeune homme, qui craint pour sa vie face à cette menace silencieuse. Cherchant une issue, le garçon panique, ne sachant comment se sortir de cette situation tendue. Dans un geste désespéré et absurde, il leur propose de partager son repas pour apaiser les tensions. Soudain, l'attention du capitaine est détournée par un bruit lointain provenant des ruines de la ville. L'équipe se met en alerte, réalisant qu'une horde de bêtes mutantes se dirige droit sur eux. Le capitaine comprend avec amertume que le vacarme de leur précédent combat a attiré cette nouvelle menace. Le capitaine ordonne à Xiao Meng d'évacuer le jeune homme pour l'interroger, tandis que le tireur d'élite les couvrira. Le tireur d'élite et la jeune femme saluent, confirmant qu'ils ont bien reçu l'ordre. Inquiète, elle se retourne et demande au capitaine ce qu'il compte faire seul face à la menace. Entouré d'une aura dorée, il annonce avec détermination sa décision de rester pour retenir la horde. Il pense que le garçon cache des secrets et doit être évacué avant tout en préparant une puissante attaque. Une vague d'énergie dorée massive repousse les créatures, créant une ouverture pour leur fuite. En partant, la jeune femme lance un dernier regard inquiet à son capitaine, l'implorant d'être prudent. Le jeune homme panique, se rappelant les avertissements de son grand-père sur les individus dangereux de la zone. Pris d'une impulsion soudaine, il décide qu'il ne peut pas abandonner son repas et s'empare de la marmite. Il attrape la fondue fumante, semblant lui-même surpris par son attachement à sa nourriture en pleine crise. La jeune femme le jette sur son épaule sans ménagement, l'emportant de force loin du danger. Il réfléchit à la supériorité que les détenteurs de pouvoir affichent souvent envers les gens ordinaires. Il se souvient des dangers constants de la zone, où une rencontre avec des individus puissants pouvait être fatale. Elle s'élance dans les airs à l'aide d'un grappin, le transportant à travers les ruines à une vitesse vertigineuse. Il jette un regard inquiet en arrière, mais elle reste impassible, concentrée sur leur évasion. Transporté dans une position grotesque, il sent son dos se briser sous le poids de la situation. Il la supplie de corriger sa posture, affirmant qu'elle est en train de lui briser les reins. Exaspérée par ses plaintes, elle le menace de l'abandonner s'il ne cesse pas de se lamenter. Soudain, son regard se fige, attiré par une intense lueur dorée qui illumine le ciel derrière eux. Il réalise avec stupeur que l'imposante statue dorée n'est autre que le capitaine, prêt à affronter seul la horde. La jeune femme confirme avec admiration qu'il s'agit bien de leur capitaine, Li, dans sa forme de combat. D'un seul coup de lance, le capitaine déchaîne une vague d'énergie dorée qui balaye la horde de monstres. Le jeune homme est abasourdi, n'ayant jamais été témoin d'une telle puissance de combat surnaturel. Elle lui révèle qu'ils sont la garde de nuit, et il réalise avec stupeur qu'il a affaire à une organisation légendaire. Alors qu'il s'élance dans les airs, il constate avec effroi qu'ils approchent rapidement de la sortie de la zone. La panique le saisit en réalisant que le mur invisible est tout proche et qu'il fonce droit dessus. Il la supplie de s'arrêter, arguant que le danger est passé, mais elle refuse catégoriquement de ralentir. Se débattant, il prétend qu'une maladie l'empêche de traverser le pont, espérant la convaincre de le lâcher. Il comprend alors son obstination. En tant que membre de la garde de nuit, elle est tenue d'obéir aux ordres. Soudain, un souvenir crucial lui revient, une règle énigmatique concernant le seul moyen de briser la barrière invisible. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il se souvient d'une règle cruciale pour quitter la zone. Il se rappelle que la sortie doit se faire de manière invisible, mais le sens de cette énigme lui échappe complètement. Une illumination le frappe. La voie invisible est tout simplement ce qu'on ne peut pas voir. La barrière invisible se fissure, sur le point de céder sous l'impact de cette nouvelle compréhension. Il comprend qu'il doit percuter le mur les yeux fermés, une idée qui laisse sa ravisseuse perplexe. Dans un mouvement brusque, il la déséquilibre, les projetant tous les deux dans une chute inattendue. Après une lourde chute, il se redresse au milieu des décombres, le regard fixé sur son objectif. Il contemple enfin le paysage qu'il a observé pendant 7 ans, réalisant qu'il a brisé sa prison. Une joie pure l'envahit alors qu'il lève les bras au ciel, savourant sa liberté retrouvée. Arrivé à un avant-poste, il est confronté à une nouvelle réalité. Des questions sur son nom et son identité, un concept qui lui est étranger. L'interrogatoire commence et le jeune homme révèle qu'il n'a que 17 ans. Il confirme ensuite son genre, répondant aux questions de base de son interlocuteur. Yang Hu, le membre de la garde de nuit, lui demande alors la raison de sa présence dans la zone interdite. Le garçon explique avec une innocence désarmante qu'il voulait simplement partager sa fondue avant de tout perdre à cause de leur arrivée. Son interlocuteur perd patience, lui rappelant le taux de mortalité quasi certain pour un civil dans cette zone. À la surprise générale, le jeune homme avoue calmement qu'il était venu dans la zone pour y chercher la mort. Yang Hu le confronte de près, le prévenant sèchement de ne pas se moquer de la garde de nuit. L'interrogatoire est interrompu par l'arrivée du capitaine Li, soutenu par Xiao Meng et visiblement blessé. Inquiet,
Yang-Hu s'enquiert de sa santé, mais le capitaine le rassure, affirmant qu'il survivra. Le jeune homme réalise alors qu'il fait face au guerrier doré qui a décimé des dizaines de monstres à lui seul. Le jeune homme les fixe avec une intensité nouvelle, ses yeux dorés brillant de détermination. Le capitaine, sceptique, lui demande comment une personne ordinaire a pu survivre 7 ans dans la zone. Il explique calmement qu'il était prisonnier d'un mur invisible qui l'empêchait de s'échapper. L'équipe de la garde de nuit échange un regard perplexe, n'ayant jamais entendu parler d'une telle chose. Prêt à tout leur révéler, il commence alors le récit de ses 7 années de captivité. 1 heure plus tard, son histoire détaillée a laissé l'équipe sans voix. Xiaomeng, visiblement ému, peine à croire à un récit aussi incroyable et tragique. Yang-Hu résume la situation. Ses yeux spéciaux pourraient expliquer pourquoi son pouvoir est indétectable. Le garçon attend silencieusement leur jugement, son sort reposant entre leurs mains. Le capitaine, intrigué, ordonne alors de tester immédiatement la vision spéciale du jeune homme. Yang-Hu lui demande d'observer attentivement, se préparant à tester sa vision. Il se déplace à une vitesse fulgurante, effectuant une série de mouvements presque imperceptibles. À la surprise générale, le jeune homme annonce avoir compté précisément 67 coups. Le capitaine conclut que sa vision améliorée et dynamique le classe au minimum au rang C. Il ordonne alors à une spécialiste de le tester, avec l'ordre de le neutraliser s'il pose problème. Alors que le garçon est emmené de force, Yang-Hu demande au capitaine s'il croit vraiment à son histoire. Le capitaine admet que, bien qu'il ne dise pas toute la vérité, le garçon ne semble pas être une mauvaise personne. Attaché à une table d'examen, il est accueilli par une femme aux cheveux bleus qui le trouve étrangement mignon. Elle lui pince la joue avec un air enjoué, tandis qu'il affiche un sourire forcé et terrifié. Se présentant comme Novo, la responsable médicale, elle se penche sur lui, le laissant sans voix et intimidé. Novo se prépare à lui faire passer un test de vision standard, se tenant devant un tableau d'optométrie. Le jeune homme, toujours attaché, juge ce test bien trop simple pour ses capacités visuelles extraordinaires. Il décide alors de fermer les yeux pour explorer les autres fonctions cachées de son pouvoir. Son œil doré s'ouvre brusquement, sa vision se projetant avec une clarté surnaturelle sur le tableau. Sa vue zoome avec une précision extrême sur une seule lettre, la distinguant parfaitement. Son pouvoir s'intensifie, lui permettant de voir à travers le mur et d'en analyser la structure. Il réalise avec stupeur que ses yeux possèdent désormais une vision à rayon X. Alors qu'elle lui pose une question, il se demande si cette nouvelle capacité fonctionne aussi sur les êtres humains. Poussé par la curiosité, il concentre sa vision améliorée sur la jeune femme devant lui. L'expérience le submerge complètement, provoquant une réaction physique intense et incontrôlable. Inquiète, elle se penche sur lui, se demandant pourquoi un simple test de vision a provoqué une telle réaction. Submergé par sa vision, il arbore une expression béate, visiblement troublé par ce qu'il a vu. Pendant ce temps, une imprimante sort les résultats de son évaluation. Un pouvoir de soutien de rang C+. Il examine la feuille, perplexe, se demandant si un rang C+, est réellement impressionnant. Novo s'installe face à lui, prête à lui expliquer en détail le système de classement des pouvoirs. Elle détaille les 6 rangs de puissance, de E à S, qui définissent la force actuelle d'un individu. Elle précise que les talents de rang A et S sont exceptionnellement rares, représentant moins de 1% des éveillés. Novo révèle ensuite les 4 grandes catégories de pouvoirs, du plus commun au plus rare: surhumain, bête fantôme, mystique et élémentaire. Elle le rassure en lui expliquant que son rang C+, bien que n'étant pas le plus élevé, le place déjà bien au-dessus de la moyenne. Le jeune homme comprend alors que son rang C+, est la raison pour laquelle il perçoit des informations invisibles aux autres. Novo le met en garde. Utiliser sa vision à travers les objets sur quelqu'un peut être facilement détecté. Gêné, il s'excuse platement pour sa maîtrise encore maladroite de ce nouveau pouvoir. Elle lui révèle alors que son talent rare de type soutien pourrait lui ouvrir les portes de l'académie psychique, et ce, gratuitement. Il imagine déjà cette académie d'élite, qui rassemble les meilleurs instructeurs et ressources du pays. Mais l'entrée y est extrêmement sélective, et seuls les plus doués sont admis chaque année. Se levant d'un bond, il avoue que rejoindre cette académie et la garde de nuit est son rêve d'enfant. L'espoir brille dans ses yeux, alors qu'il se demande si ce rêve est enfin à sa portée. Elle lui remet une carte d'identité, le certifiant comme un psychique et lui interdisant de retourner dans la zone interdite. Il réalise avec incrédulité qu'il est non seulement libre, mais qu'il ne finira pas sur une table d'expérimentation. Novo le rassure avec un sourire en coin, lui expliquant qu'une fois enregistré, il sera libre de ses mouvements. Sa nouvelle mission est claire: retrouver ses amis pour leur annoncer qu'il est libre et doté de pouvoir. Pendant ce temps, ses compagnons se sont arrêtés au milieu d'une route dévastée, leur voyage interrompu. Accablé de remords, le vieil homme se reproche amèrement d'avoir abandonné leurs compagnons.
Elle lui explique que leur ami était persuadé que la solution se trouvait dans la zone et qu'ils ne peuvent rien faire pour l'aider. Face à son désarroi, elle lui fait la promesse de devenir une psychique puissante pour retourner le chercher. Leur conversation est soudainement interrompue par une violente explosion qui secoue les environs. Une horde de créatures massives aux yeux rouges déferle sur eux, faisant trembler le sol. Sans une seconde à perdre, elle pousse le vieil homme à l'intérieur du véhicule pour fuir la menace. Le véhicule démarre en trombe, échappant de justesse à la charge furieuse de la horde. Dans la précipitation, le vieil homme est ballotté à l'arrière du véhicule, le coffre grand ouvert. La créature rugit de douleur, frappée par des projectiles. À court de munitions, le vieil homme observe la créature s'approcher. La jeune femme l'exhorte à fermer la porte du véhicule rapidement. Une créature imposante charge le véhicule, menaçant de les renverser. Le vieil homme se retrouve face à la créature, terrifié par sa proximité. La créature attaque le véhicule, le faisant dévier de sa trajectoire. Yang Hu intervient, son poing chargé d'énergie bleue frappant la créature. Yang Hu sauve le vieil homme de l'attaque de la créature. Blessé, le capitaine ordonne à la jeune femme d'accélérer. La voiture s'éloigne à toute vitesse, laissant la créature derrière elle. La voiture file à travers les rues dévastées, laissant la horde de monstres loin derrière. À l'intérieur, le vieil homme s'inquiète pour leur sauveur blessé, mais la jeune femme veut d'abord connaître son identité. Yang Hu, le visage dur, leur rappelle que le danger est loin d'être écarté et qu'il faut rester sur leur garde. Soudain, des griffes rouges incandescentes fracassent sur la vitre arrière, les prenant par surprise. Une serre monstrueuse s'agrippe au véhicule, sa poigne menaçant de tout broyer sur son passage. Une créature ailée géante soulève la voiture, révélant la source de cette attaque aérienne inattendue. Yang Hu se prépare à affronter la bête, ordonnant à la jeune femme de continuer à conduire sans s'arrêter. Il lui confie le précieux cristal d'énergie, révélant sa mission et son appartenance à l'armée. Surprise par cette révélation, elle tente de garder le contrôle du volant tout en attrapant l'objet. L'oiseau monstrueux fond de nouveau sur eux, déterminé à ne pas les laisser s'échapper. Yang Hu repousse le bec du monstre de ses mains, son poing brillant d'une énergie bleue. Il déchaîne une puissante vague d'énergie, repoussant la bête avec une force brute. Poussé par la rage, il frappe la créature avec une détermination féroce pour la faire lâcher prise. Son attaque réussit à éjecter la créature, les laissant s'enfuir à travers les rues dévastées. Il se sacrifie, sautant du véhicule pour faire face seul aux monstres et leur confier la mission. Résolu, il se prépare au combat, refusant de mourir sans avoir accompli son devoir. La bête ailée plonge sur lui, prête à l'achever, tandis que le vieil homme assiste, impuissant à la scène. Le vieil homme paniqué demande à la jeune femme s'ils vont vraiment l'abandonner à son sort. Elle contemple le cristal, se demandant quel secret il renferme pour mériter un tel sacrifice. Serrant fermement l'artefact, elle accepte le fardeau de la mission, son regard brillant de détermination. Poussée par une force nouvelle, elle écrase l'accélérateur, son visage empreint d'une détermination farouche. Le véhicule est propulsé à une vitesse surnaturelle, laissant une traînée d'énergie dans son sillage. Pendant ce temps, Yang Hu affronte la créature ailée dans un combat désespéré pour sa survie. Soudain, son expression change, alors qu'une lueur verte émane du sol, attirant son attention. Des lianes d'énergie verdoyante jaillissent du sol, s'enroulant autour de la bête pour l'entraver. La créature est violemment repoussée par cette attaque surprise, perdant son emprise. Blessé mais vivant, il regarde le ciel, une seule plume témoignant de la disparition de son adversaire. Totalement déconcerté, il se demande d'où a bien pu provenir cette aide inattendue. Il scrute les environs en ruine, cherchant la source de ce pouvoir qui vient de lui sauver la vie. Une terrible prise de conscience le frappe. Le cristal d'énergie a dû fusionner avec l'un des passagers. La scène se déplace à Wangai, une ville enneigée à 150 km au sud de la zone interdite. Dans un demi-sommeil, le vieil homme murmure le nom de sa petite fille, Schwanger. Il se réveille dans une infirmerie, confus, alors que le personnel s'agite pour prévenir leur commandant. Saisissant la main d'une femme, il la supplie de lui dire où se trouve sa petite fille. La femme lui indique une direction, lui demandant si c'est bien de Han Schwanger qu'il parle. Le visage du vieil homme se tord d'horreur en découvrant la vérité. Il aperçoit sa petite fille, prisonnière d'un cristal vert géant, au milieu d'un laboratoire. Son visage paisible mais inconscient est visible à travers la surface fissurée du cristal. Poussé par la rage et le désespoir, il se jette hors du lit, exigeant des explications. Le capitaine Lee intervient calmement, affirmant que son équipe n'est pas responsable de l'état de la jeune fille. Le capitaine demande au vieil homme s'il se souvient des événements qui ont précédé son coma. Il lui explique que sa petite fille a fusionné avec le cristal de pouvoir qu'il transportait. Le vieil homme se souvient avec effroi de la pierre verte, réalisant l'ampleur de la situation. Le capitaine confirme que le cristal a résonné avec elle et s'intègre progressivement à son corps.
Une analyse holographique montre que l'énergie du cristal se propage à travers tout son être. Il révèle que si tout se passe bien, elle deviendra une psychique grâce à sa forte prédisposition naturelle. Le vieil homme, abasourdi, rétorque qu'elle n'a jamais montré le moindre signe de pouvoir. Le capitaine émet l'hypothèse que les pouvoirs de certaines personnes sont simplement latents ou réprimés. Il ajoute que sa petite-fille est un cas d'étude vivant, un exemple rare de ce phénomène. Il tempère cependant l'optimisme en précisant que, bien que vivante, elle n'est pas encore tirée d'affaire. Le capitaine révèle que les puissantes fluctuations du cristal ont pu attirer l'attention des disciples de Dieu, la véritable menace. Le vieil homme, perplexe, s'interroge sur l'identité de ce groupe mystérieux. Le capitaine explique qu'il s'agit d'un groupe terroriste composé de criminels dotés de puissants pouvoirs psychiques. Ces fanatiques croient que leurs pouvoirs sont des fragments divins et que le brouillard blanc annonce l'avènement de leur Dieu sur Terre. Leur plan est d'éliminer les survivants jugés faibles pour ensuite refermer la zone interdite et consumer le monde. Selon leur doctrine, seuls les psychiques les plus puissants, porteurs d'un fragment de Dieu, sont dignes de rejoindre leur royaume. Le capitaine prévient que les disciples tenteront de la recruter comme apôtre, ce que le vieil homme refuse d'envisager pour sa petite fille. Il révèle alors une vérité glaçante. Ceux qui refusent de les rejoindre sont systématiquement éliminés. Pire encore, si elle venait à les rejoindre, la garde de nuit serait contrainte de l'exécuter pour la neutraliser. Pendant ce temps, au sommet d'un gratte-ciel, une silhouette solitaire observe la ville sous un ciel rempli d'oiseaux. Un mystérieux individu masqué annonce triomphalement avoir localisé sa cible depuis les hauteurs de la ville. Son interlocuteur lui promet le titre de 9e apôtre, une récompense qu'il convoite avec un sourire sinistre. L'idée de cette promotion le fait saliver d'avance, acceptant la mission avec une avidité non dissimulée. Pendant ce temps, loin de cette menace, le jeune homme poursuit son chemin à bord d'un bus qui traverse la ville enneigée. Perdu dans ses pensées, il contemple le paysage qui défile, son esprit encore tourné vers ses amis. La fatigue de ses récentes épreuves le rattrape et il laisse échapper un large bâillement. Un freinage brutal le projette violemment en avant, le tirant de sa somnolence. Le bus s'immobilise dans un crissement de pneus, stoppant net sa course. Les passagers, furieux d'avoir été secoués, interpellent vivement le chauffeur. Le chauffeur, exaspéré, leur hurle de se taire, révélant qu'un monstre bloque la route devant eux. Le jeune homme se redresse, ses yeux dorés fixés sur la menace annoncée. Il se penche par la fenêtre, cherchant à apercevoir la créature qui sème la panique. Au loin, une bête ailée et sombre se dresse au milieu de la route enneigée. Ses yeux violets brillent d'une lueur menaçante, révélant sa nature féroce. La panique s'empare du garçon, qui réalise l'ampleur du danger qui les guette. La créature déploie ses ailes et fonce droit sur le bus avec une vitesse terrifiante. Un passager plus âgé se lève, révélant être un psychique à la retraite et prêt à défendre le bus. Seul face à la bête, il se prépare à intercepter l'assaut pour protéger les civils. Alors que le combat s'engage, le jeune homme se sent impuissant, conscient de son manque de compétences offensives. Mais une nouvelle détermination l'envahit, refusant de rester passif face au danger. Il refuse de rester les bras croisés, convaincu qu'il peut trouver un moyen d'aider. Autour de lui, les autres passagers paniquent, persuadés que leur fin est proche. Soudain, son œil doré s'illumine, révélant des informations invisibles aux autres. Surpris, il se retourne et observe les autres passagers avec une nouvelle perception. Il découvre alors qu'il peut voir le rang et le pouvoir de chaque individu, comme ce passager de rang E. Son regard se pose sur le vieil homme, identifié comme un psychique de rang E+, maîtrisant le feu stellaire. Il comprend que la force mentale ne suffit pas toujours, car la peur ou la vieillesse peuvent être des obstacles. Il réalise avec amertume que tous les psychiques ne sont pas surpuissants et que son rôle de soutien le limite. Son attention est brusquement ramenée à l'extérieur, où le vieil homme est violemment projeté au sol. Mais le vétéran se relève, une aura bleue l'enveloppant, prêt à savourer ce combat qu'il attendait depuis longtemps. Le vétéran, baigné d'une aura bleutée, refuse de céder et se jette dans la mêlée avec une fureur renouvelée. Pendant ce temps, à l'intérieur du bus, la panique s'installe et les passagers se lamentent sur leur sort. Un homme d'affaires critique froidement le combattant, estimant qu'il devrait se sacrifier pour leur survie. Ses paroles méprisantes lui valent une gifle retentissante qui le fait taire net. Un autre vieil homme lui fait remarquer que sans ce protecteur, ils seraient déjà tous morts. Il ajoute que ce retraité n'a aucune obligation de mourir pour des lâches comme eux. Révélant une boule de feu dans sa paume, il décide d'intervenir malgré son âge avancé. Galvanisé par cet exemple, un autre passager se lève et avoue être un psychique de rang E. Le jeune homme analyse la situation, sachant que leurs pouvoirs sont bien trop faibles face à un monstre de rang D+. Il observe les deux volontaires marcher vers une mort certaine, se sentant totalement impuissant. Le poing serré, il prend une décision irrévocable,
refusant de rester spectateur. Il se lève et se présente, révélant son rang et son pouvoir de soutien basé sur la vision. Les autres volontaires le dévisagent avec scepticisme, peu impressionnés par son faible rang. Confiant, il explique que même sans force brute, son rôle de soutien peut changer l'issue du combat. Avec une détermination sans faille, il les exhorte à unir leurs forces pour affronter la menace ensemble. Dehors, le vétéran est brutalement repoussé par une attaque d'énergie sombre de la créature. Refusant d'abandonner, il concentre son pouvoir dans son arme, qui s'illumine d'une lueur bleutée. Il contre-attaque avec une puissance féroce, son arme énergétique frappant la bête de plein fouet. Le jeune homme et les autres volontaires rejoignent le vétéran, proposant leur aide pour vaincre le monstre. Agacé, le combattant expérimenté les rabroue, expliquant qu'il a déjà assez à faire sans devoir les protéger. Le jeune homme les interrompt, révélant que la queue du monstre est empoisonnée et qu'il ne leur reste que 3 minutes pour agir. Le vétéran à la moustache, stupéfait, se retourne pour exiger une explication. Le garçon explique que sa vision spéciale lui permet de percevoir des informations cruciales, invisibles aux autres. Le plus âgé des volontaires, son pouvoir flamboyant dans sa main, demande confirmation avant de passer à l'action. Convaincu, il déchaîne alors toute la puissance de son feu stellaire avec une détermination farouche. Une boule de feu est projetée avec force en direction de la bête, sous le regard attentif de son camarade. Le projectile enflammé frappe la créature ailée de plein fouet, illuminant la scène. L'impact déclenche une explosion assourdissante qui secoue les environs et obscurcit le champ de bataille. Au milieu de l'épaisse fumée, le combattant à l'épée se plaint de ne plus rien voir, frustré par cet obstacle. Il s'effondre soudainement, une blessure lumineuse sur son flanc révélant que le poison a déjà commencé à agir. Le vieil homme révèle que la fumée est une manœuvre pour gagner un temps précieux. Il utilise ses flammes pour cautériser la blessure de son camarade et neutraliser le poison. Le psychique à la moustache réalise avec surprise que les informations du jeune homme se sont avérées cruciales. La créature ailée surgit alors de la fumée, prête à reprendre son assaut dévastateur. Le monstre plonge, sa griffe d'énergie sombre visant directement les deux combattants. Le vétéran intercepte l'attaque, son corps renforcé absorbant la puissance du coup. L'impact des deux forces crée une onde de choc, mais le défenseur peine à contenir la bête. Il prévient ses alliés que sa résistance a des limites et qu'ils doivent trouver une solution rapidement. La créature, faisant preuve d'intelligence, identifie le jeune homme comme la cible la plus vulnérable. Le garçon est terrifié, comprenant que le monstre a décidé de l'éliminer en priorité. Le monstre fonce sur le jeune homme, qui se tient prêt à lui faire face. Un des vétérans lui crie de faire attention, mais le garçon reste imperturbable. Il se remémore son passé, où il a maintes fois frôlé la mort en fuyant les démons. Un flashback le montre, enfant, fuyant sans cesse les monstres avec son ami. Mais ses yeux dorés brillent d'une nouvelle force, car il est désormais un psychique. Activant sa vision améliorée, il analyse la créature avec une précision surhumaine. Il réalise qu'en poussant son pouvoir à l'extrême, il peut momentanément figer le temps. Il se souvient avoir découvert cet effet par hasard en regardant par la fenêtre du bus. Il sait cependant que cette fois, il devra pousser sa capacité bien au-delà de ses limites habituelles. Alors qu'un des vétérans se précipite pour le protéger, le garçon met son plan à exécution. Un sourire féroce aux lèvres, il se concentre pour pousser son pouvoir à l'extrême. Sa vision lui révèle les trajectoires futures de la créature, comme une série d'images fantômes. À sa grande surprise, une énergie violette et griffue se matérialise sur sa propre main. Il comprend que ce n'est pas une hallucination, mais une vision claire du prochain mouvement de la bête. Alors qu'il savoure sa capacité à prédire l'avenir, il ne voit pas la pierre juste sous son pied. Son plan héroïque est brutalement interrompu par une chute ridicule et inattendue. Il atterrit brutalement face contre terre, complètement sonné par sa propre maladresse. Le vétéran saisit l'occasion pour lancer une attaque fulgurante sur la créature déstabilisée. Le monstre et le vétéran sont déconcertés, car la bête semble souffrir en même temps que le jeune homme au sol. Il réalise avec stupeur que sa chute a en fait infligé un coup direct au visage du monstre. Allongé au sol, il réalise avec stupeur la cause de sa chute ridicule. Il comprend que si ses yeux peuvent anticiper le danger, son corps, lui, ne suit pas du tout. Les vétérans observent, perplexes, la créature qui semble frapper dans le vide, ratant toutes ses cibles. Ils en déduisent que ce n'est pas de la chance et que ce jeune homme est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Paniqué, le garçon se met à courir, suppliant ses nouveaux alliés de ne pas le laisser seul face à la bête. Le combattant à la moustache bondit alors dans les airs, son épée chargée d'une énergie bleutée. Il abat son arme avec une vitesse fulgurante, prêt à en finir avec la créature. Son coup surpuissant frappe le monstre en pleine tête, le neutralisant instantanément. La menace écartée, le vétéran se tourne vers le garçon, déclarant qu'il est temps de quitter cet endroit. Pendant ce temps, au sommet d'un gratte-ciel,
une silhouette énigmatique accompagnée d'une monture observe la ville. Le vétéran à l'épée s'assoit, son regard sage et posé contrastant avec le chaos du combat. Ses yeux perçants fixent le jeune homme, jaugeant son potentiel avec une intensité silencieuse. Arrivés à la gare routière, les survivants se préparent à reprendre leur chemin, laissant le danger derrière eux. Le vieil homme à la barbe grise interpelle le garçon, lui offrant quelques derniers mots d'encouragement. Il lui explique que le rang ne fait pas tout et que son intuition lui dit que le garçon a un grand avenir. L'autre vétéran, enthousiaste, ajoute qu'il a le potentiel pour devenir un membre de la garde de nuit. Alors que le bus s'éloigne, le combattant à l'épée lui fait un signe d'adieu encourageant par la fenêtre. Touché par leurs paroles, le jeune homme sent une nouvelle détermination naître en lui. Il leur fait ses adieux avec une énergie renouvelée, promettant de ne pas les décevoir. Seul dans la foule, il se sent perdu, ne sachant comment retrouver ses amis dans cette immense ville. Il tient un papier froissé avec un numéro de téléphone, sa seule piste pour trouver un travail. Un passant l'interpelle, lui montrant une photo déconcertante sur son téléphone. Avec un grand sourire, le garçon demande alors à emprunter l'appareil de l'inconnu. L'homme le dévisage avec une méfiance évidente, peu convaincu par sa demande. Il refuse sèchement, expliquant qu'un téléphone est un outil de survie qu'on ne prête pas. Le jeune homme avoue alors avec une innocence désarmante qu'il n'en a jamais possédé. Son interlocuteur lui explique que posséder un téléphone est obligatoire dès l'âge de 12 ans. Face à son ignorance, l'homme le soupçonne d'être un étranger, voire un espion. Le garçon ne comprend pas pourquoi on le traite comme un individu suspect. L'homme passe discrètement un appel pour signaler un individu suspect, le dénonçant aux autorités. L'homme au téléphone demande une description précise du suspect, son expression se durcissant. Il se retourne brusquement, ses yeux s'écarquillant de surprise. Il se retrouve seul au milieu des décombres, cherchant des yeux le jeune homme qui a disparu sans laisser de traces. À l'abri des regards, le garçon reprend son souffle, soulagé d'avoir échappé de justesse à une situation délicate. Il comprend que sa vision spéciale lui a permis de détecter l'hostilité de l'homme, déclenchant son instinct de fuite. Il repense aux paroles de l'homme, se demandant ce que signifie le terme « disciple de Dieu » qui lui semble de mauvais augure. La faim et la fatigue le gagnent alors qu'il réalise être complètement perdu dans cette ville inconnue. Accablé par la situation, il contemple les immenses bâtiments, se sentant plus seul que jamais. Malgré le désespoir, il se remet en marche, cherchant un endroit où passer la nuit. Son errance le mène devant un bar à l'enseigne lumineuse, dont la porte s'entr'ouvre mystérieusement. Une femme aux cheveux violets, nommée Dudu, apparaît sur le seuil, visiblement fatiguée. Ses yeux pourpres se remplissent de larmes, trahissant son profond ennui. Son regard se pose alors sur le jeune homme qui se tient seul dehors dans le froid. Le garçon la regarde, ses yeux dorés et innocents s'écarquillant de surprise. Un sourire malicieux se dessine sur ses lèvres, trouvant son regard naïf adorable. Elle s'approche de lui avec une assurance provocante, lui relevant le menton. Elle lui demande s'il est venu pour s'amuser, mais il nie nerveusement de la tête. Se penchant à son oreille, elle lui murmure une autre proposition suggestive. Un gargouillement sonore provenant de son estomac interrompt leur échange. Amusée par sa faim évidente, elle ne peut s'empêcher de rire de son embarras. D'un clin d'œil charmeur, elle lui demande son nom et son âge, se proposant de l'aider. Une autre femme aux cheveux verts, nommée Lily, apparaît et commente l'arrivée matinale de ce visiteur. Lily baisse les yeux, intriguée par la scène qui se déroule devant elle. Elle remarque à son tour le charme du jeune homme, sous le regard agacé de Dudu. Dudu ignore sa collègue et insiste, poussant le garçon à se présenter nerveusement comme Yeshiki, âgé de 17 ans. Satisfaite, Dudu calcule qu'il sera bientôt majeur, tandis que Lily les observe avec un air entendu. Lily glisse alors une remarque suggestive à l'oreille de Dudu, qui semble prise au dépourvu. Elle se tourne vers le garçon pour avoir confirmation, le laissant complètement décontenancé. Paniqué, il se met en garde et clame haut et fort son innocence, jurant d'être un citoyen modèle. Les deux femmes le fixent, totalement déconcertées par sa réaction aussi pure qu'inattendue. Sa pureté déclenche un fou rire chez les deux femmes, amusées par son innocence. Elles le rassurent en expliquant que leur bar est une enseigne réputée et non un lieu mal famé. Le jeune homme, affamé, interrompt leur manège pour leur demander de lui offrir à manger. Prise de pitié, Lily l'entraîne par la main pour lui payer un grand dîner, sous le regard de Dudu. Après des années de privation, il dévore plusieurs bols de nouilles avec un bonheur non dissimulé. Son appétit gargantuesque laisse les deux femmes perplexes, se demandant s'il n'a pas été chassé de chez lui. Dudu l'interroge alors sur la raison de sa présence solitaire dans la ville de Wanghai. Le regard déterminé, il explique avoir été séparé de son grand-père et de son ami et qu'il les recherche. Elle réalise l'ampleur de sa quête, se demandant comment il compte survivre seul dans une ville inconnue. Accablé, il avoue devoir trouver un travail pour financer ses recherches, mais ne sait pas par où commencer.
Lily lui propose alors un poste de serveur dans leur bar, un travail simple qui semble être une aubaine. Ses yeux s'illuminent d'espoir, voyant là une occasion inespérée de s'en sortir. Elle précise cependant qu'il n'y aura pas de salaire fixe, sa rémunération dépendant entièrement des clients. Dudu ajoute que la clientèle féminine est généreuse et qu'il pourrait gagner une somme considérable en une seule nuit. Le jeune homme, euphorique, calcule déjà le nombre impressionnant de repas qu'il pourrait s'offrir avec cet argent. Un doute s'installe soudainement dans son esprit en réalisant que ce travail se déroule exclusivement la nuit. Il sent un malaise grandir alors qu'elles insistent sur l'importance de ses compétences de service. La panique se lit dans ses yeux, comprenant que cette offre d'emploi cache quelque chose de très louche. Il tente de se rassurer, se persuadant qu'il se fait des idées et qu'il ne peut refuser une telle chance. L'appât du gain l'emporte finalement, ses yeux brillants de cupidité à l'idée de cette fortune facile. Il accepte le poste avec un enthousiasme débordant, promettant de se donner à fond dans son nouveau rôle. Les deux femmes se réjouissent, persuadées qu'il deviendra la nouvelle star du bar dès ce soir. Pris au dépourvu, il s'interroge sur la nécessité d'une tenue spéciale, son visage se tordant d'inquiétude. Alors que la nuit tombe sur l'enseigne néon du bar, un terrible doute s'insinue dans son esprit. Plus tard, l'établissement s'anime, attirant une foule de clients venus profiter de la soirée. À l'intérieur, l'ambiance est festive et bruyante, au milieu des rires et des conversations animées. Les chopes de bière s'entrechoquent, scellant le début d'une nuit de travail pour le jeune homme. Vêtu de son nouvel uniforme de serveur, il se tient droit et mal à l'aise, prêt pour son premier service. Son allure ne tarde pas à attirer l'attention d'un groupe de clientes, intriguées par ce nouveau visage. Les femmes l'abordent avec un sourire, curieuses de savoir qui est ce séduisant nouveau venu. Il leur avoue timidement que c'est son premier jour, ce qui semble amuser les clientes. L'une d'elles l'interroge sur les services spéciaux de l'établissement, le mettant visiblement dans l'embarras. Totalement décontenancé, il avoue que Lily ne lui a jamais parlé de telles prestations. Il se ressaisit, se persuadant qu'il n'y a rien à craindre et qu'il suffit de s'habituer à la situation. Il se jure intérieurement de ne pas se laisser corrompre par l'appât du gain, malgré la tentation. La nuit de travail s'achève enfin, alors que l'horloge affiche 4h30 du matin. Les clientes, ravies, lui font leurs adieux en lui promettant de revenir le voir. Il comprend que sous la pression du quotidien, les gens cherchent simplement une oreille attentive. Une trace de rouge à lèvres sur sa joue, il réalise qu'il n'a eu qu'à écouter pour gagner leur faveur. Ses yeux dorés brillent d'une nouvelle confiance, conscient d'avoir trouvé sa place dans ce monde. La porte de la salle de bain s'ouvre, lui offrant un rare moment de solitude. Sous la douche, il repense à la vie qu'il a tant de fois imaginée dans la zone de sécurité. Il admet que les événements récents ont largement dépassé tout ce qu'il avait pu anticiper. Il se remémore l'éveil de ses pouvoirs et sa fuite spectaculaire de la zone interdite. Son esprit revoit l'interrogatoire tendu qu'il a subi aux mains de la garde de nuit. Il se souvient de l'attaque du monstre sur la route, un danger qu'il a affronté avec courage. Il repense à son nouveau travail improbable dans un bar, une situation des plus étranges. Submergé par ce flot de souvenirs, il se passe de l'eau sur le visage, tentant de reprendre ses esprits. Mais son regard se durcit, déterminé à explorer ses pouvoirs et à devenir plus fort. Son œil floral brille d'une lueur intense, symbole de sa nouvelle et inébranlable résolution. Il imagine alors les services du bar, se voyant dans une situation des plus étranges avec une infirmière. Sa fantaisie continue, le montrant dans une autre scène absurde qui le laisse perplexe sur la nature de son travail. Pendant ce temps, dans une pièce privée, une femme énigmatique à la pipe observe la scène avec un air d'autorité. Son regard perçant suggère qu'elle est bien plus qu'une simple gérante et qu'elle n'a jamais été vue ici auparavant. Dudu fait alors irruption dans la pièce avec enthousiasme, saluant cette femme mystérieuse qu'elle nomme Sir Hong. Elle lui explique qu'ils ont dû recruter un nouveau serveur, faisant référence au jeune homme. Mais Sir Hong balaie cette information d'un revers de main, demandant des nouvelles plus importantes sur la ville. Dudu révèle alors une information capitale. Une fille a fusionné avec un cristal et est sous la garde de la garde de nuit. L'intérêt de Sir Hong est piqué, et elle ordonne à Dudu de découvrir l'identité de cette mystérieuse jeune fille. Le jeune homme, qui a tout entendu, réalise que ce bar est en réalité une plaque tournante pour la collecte d'informations. Sir Hong brandit sa pipe, son expression se durcissant soudainement. Elle se retourne vivement, son regard furieux cherchant l'intrus qui les espionne. L'œil doré du jeune homme s'écarquille, réalisant avec effroi qu'il a été repéré. De retour sous la douche, il souffle de soulagement, conscient d'avoir échappé de justesse à la découverte. Dudu, perplexe, demande à Sir Hong la raison de son étrange comportement. Avec un sourire énigmatique, Sir Hong l'interroge sur le nouveau serveur qu'elles ont engagé. Dudu confirme, totalement inconsciente des soupçons qui pèsent sur leur nouvelle recrue. Le lendemain midi,
Dudu se dirige vers la chambre du garçon pour l'appeler à déjeuner. Elle passe la tête par la porte avec un grand sourire, pensant le trouver encore endormi. Elle le découvre au milieu d'une série de pompes à un bras, visiblement en plein entraînement. Dudu est complètement sous le charme, ses yeux remplis de cœur à la vue de son physique. Elle se jette sur lui avec une ardeur déconcertante, le forçant à reculer de panique. Avec un air faussement innocent, elle prétend être venue simplement pour l'inviter à déjeuner. Il tente de la raisonner, lui rappelant nerveusement leur statut d'employé pour éviter les ennuis. Dudu croise les bras, l'accusant avec amusement d'avoir bien vite appris les mauvaises manières. Tout en s'habillant, il lui promet de la rejoindre pour le repas, espérant calmer la situation. Mais elle change de sujet et lui demande d'un air malicieux s'il a utilisé ses pouvoirs pour espionner la nuit dernière. Le jeune homme est pris de court, son expression trahissant sa culpabilité face à cette accusation directe. Il tente de jouer l'innocent, feignant l'incompréhension avec un sourire nerveux. Le plaquant contre le mur, elle lui révèle la véritable nature du bar. Une façade pour un centre de renseignement clandestin. Elle lui révèle qu'elle connaît déjà la nature de ses pouvoirs oculaires. Prise au piège, il lui demande nerveusement ce qu'elle compte faire de lui. Elle lui explique qu'ils veulent se le recruter pour sa capacité à voir les informations cachées. Craignant de perdre sa liberté, il demande timidement s'il a le droit de refuser leur offre. Surprise, elle insiste, affirmant qu'il est parfait pour leur organisation, la Romance Rouge. Il rétorque qu'il ne veut pas être un simple informateur, mais retourner dans la zone interdite pour devenir plus fort. Il la remercie pour son hospitalité, mais annonce son intention de partir, ne pouvant rester indéfiniment. Son regard doré brille de détermination, expliquant qu'il a une raison impérieuse d'y retourner, même au péril de sa vie. Comprenant sa résolution, elle admet que dans leur milieu, tout le monde a ses secrets et décide de ne pas insister. Elle lui offre alors une information précieuse sur une zone récemment sécurisée où il pourrait tenter sa chance avec d'autres chasseurs. Elle lui tend un téléphone, lui assurant qu'il est parfaitement sécurisé. Elle ajoute que leurs numéros y sont enregistrés et qu'il sera toujours le bienvenu s'il change d'avis. Surpris par son geste, le jeune homme l'interpelle, visiblement touché. Dudu s'illumine, pensant l'avoir convaincue, mais il voulait simplement la remercier pour son aide. Déçue, elle ne peut cacher sa frustration face à son départ imminent. Entouré d'une aura de détermination, il leur promet solennellement de revenir un jour. Alors qu'il s'éloigne dans la ville enneigée, il repousse une dernière fois les tentatives de Dudu pour le retenir. Il repense avec une certaine chaleur à ses hôtesses qui, malgré leurs activités douteuses, lui ont offert un réconfort inattendu. Une carte à la main, il comprend que pour faire évoluer son pouvoir, il doit retourner là d'où il vient. Son regard se durcit. Sa décision est prise. Il doit à tout prix tenter sa chance dans la zone interdite numéro 77. Quelques heures plus tard, il arrive à un campement improvisé à l'entrée de la zone interdite. Le regard déterminé, il se fraye un chemin à travers la foule de chasseurs et de marchands. Autour de lui, les offres fusent, transformant ce lieu dangereux en un véritable marché d'opportunités. Un homme imposant aux cheveux bleus l'interpelle soudainement, lui demandant s'il est venu seul. Le garçon confirme être seul, venu chercher du travail dans la zone pour survivre. L'homme se présente comme un capitaine de rang C et lui propose de rejoindre son équipe, lui demandant son rang. Ses yeux dorés s'illuminent alors qu'il active discrètement sa vision spéciale pour évaluer la situation. Il analyse instantanément le niveau de chaque membre de l'équipe, un mélange de rang C et D. Avec un calme déconcertant, le jeune homme révèle alors qu'il n'est qu'un simple rang E. Le capitaine éclate de rire, se moquant ouvertement de ce débutant qui ose s'aventurer dans la zone. Le jeune homme active sa vision. Ses yeux dorés s'embrasent d'une lueur intense. Sa vision lui montre le capitaine exultant, sentant sa propre puissance oculaire grandir. Mais la prémonition bascule, révélant le capitaine terrifié par une créature qui le surplombe. Le monstre attaque, projetant ses appendices menaçants sur le chasseur pris au dépourvu. Le capitaine lève les yeux, horrifié par les projectiles étranges qui pendent au-dessus de lui. Dans cette vision, le chef d'équipe s'apprête à abandonner ses coéquipiers pour sauver sa propre vie. Le garçon comprend alors la véritable nature du capitaine et décide de se tenir à l'écart de cet homme. Sans un mot, il lui tourne le dos et s'éloigne, laissant le capitaine perplexe. Le chef d'équipe l'interpelle, lui signalant avec arrogance qu'il ne va pas dans la bonne direction. Il lui ordonne de partir, estimant qu'un chasseur de son rang n'a rien à faire ici. Le jeune homme remercie poliment le capitaine, mais confirme sa décision d'entrer seul dans la zone. Sa déclaration déclenche l'hilarité générale, l'équipe se moquant de ce débutant de rang E. Il préfère assumer son destin seul plutôt que de suivre un chef qui abandonnerait ses hommes. Le capitaine, interloqué par cette remarque cinglante, exige une explication sur le champ. Le garçon répond avec un calme déconcertant, affirmant être simplement venu ici pour mourir. Il s'éloigne, laissant l'équipe perplexe face à ce personnage jugé bien trop étrange. Le capitaine reste silencieux,
son regard trahissant une profonde perplexité face à cette rencontre. Le garçon sait que son rang E le rend extrêmement vulnérable dans une zone où le niveau minimum est D. Il comprend que s'il rejoignait une équipe, il ne serait qu'une simple chair à canon, un pion sacrifiable. N'ayant d'autre choix, il se résout à affronter seul l'immensité glaciale de la zone interdite. Il se souvient des informations de Dudu. L'épaisseur du brouillard varie, créant des passages. Il s'enfonce dans l'une de ces zones moins denses, surnommées entrées par les chasseurs de trésors. Sans équipement coûteux pour naviguer, il ne peut compter que sur une vieille boussole et son ingéniosité. Il grimace en pensant à sa pauvreté, qui le force à prendre des risques que d'autres évitent. Heureusement, ses yeux dorés s'illuminent, lui rappelant qu'il possède un atout bien plus précieux que l'argent. Sa vision perçant le brouillard, il est surpris par un projectile soudain qui fend l'air. Son pouvoir lui révèle l'identité de la menace. Un démon du brouillard de Randé qui chasse les égarés. Bien qu'il sache que la créature ne devrait pas l'attaquer, une goutte de sueur trahit sa nervosité. Il réalise que même si la zone est sécurisée, des monstres résiduels rôdent encore, prêts à tuer les imprudents. Soudain, les yeux d'une des créatures s'illuminent, l'ayant clairement repéré au milieu du brouillard. La créature fantomatique bondit à travers les ruines, ignorant la présence des chasseurs. Non loin de là, l'équipe de chasseurs patrouille à l'arrière d'un véhicule, scrutant les environs. Soudain, le capitaine ordonne au chauffeur d'arrêter le véhicule, sentant une présence anormale. Un de ses coéquipiers, perplexe, lui demande la raison de cet arrêt soudain. Le capitaine sent une étrange fluctuation de pouvoir, mais ne voit qu'une simple poubelle. Caché juste derrière, le jeune homme retient son souffle, terrifié à l'idée d'être découvert. Il se souvient que les patrouilles de chasseurs de démons arrêtent quiconque entre sans autorisation. Soulagé, il constate que l'équipe a repris sa route sans le remarquer. Mais son œil doré s'active brusquement, révélant une nouvelle information. Les règles de la zone interdite s'affichent de nouveau devant lui, identiques à la dernière fois. Il se demande si son pouvoir lui permet de voir les règles dès qu'il pénètre dans une zone interdite. Une idée folle germe dans son esprit. S'il connaît toutes les règles, il deviendra invincible. Sans perdre un instant, il se met à mémoriser chaque loi mortelle qui flotte devant lui. Il s'enfonce plus profondément dans la ville en ruine, guidé par sa nouvelle connaissance. La visibilité s'améliore soudainement, lui indiquant que le brouillard blanc est sur le point de se dissiper. Son instinct le pousse à se retourner, découvrant une créature lupine aux yeux rouges qui rôde. La panique le saisit, réalisant qu'il est tombé nez à nez avec un monstre. Il sait que les animaux carnivores de la zone mutent en bêtes féroces, bien plus dangereuses que des créatures de rang D. Se préparant au pire, il sort une petite lame, prêt à se défendre contre la bête. Le monstre, haletant, le fixe avec une faim évidente, prêt à bondir sur sa proie. Mais la créature n'est autre qu'un husky à l'air amical, qui remue joyeusement la queue. Totalement déconcerté, il n'en croit pas ses yeux, se demandant s'il a bien affaire à un simple husky. Il reste sur ses gardes, prêt à frapper sans hésiter, car il sait que toute créature survivant ici est une menace. Ils se font face dans un silence tendu, au milieu des rues enneigées de la ville en ruine. Mais au lieu d'attaquer, la créature se roule sur le dos de manière joueuse, brisant toute la tension. Stupéfait, il baisse sa garde, ne comprenant pas du tout le comportement de l'animal. L'animal remue la queue avec une énergie débordante, le laissant perplexe face à ce simple chien. Le husky se couche alors sur le ventre, adoptant une posture totalement inoffensive et amicale. Une idée lui vient alors à l'esprit. Le flair du chien a dû détecter la viande de monstre dans son sac. Il sort la viande de monstre, et le husky réagit aussitôt avec une excitation non dissimulée. Il lance un morceau de viande à la créature, espérant apaiser sa faim. Le husky se jette sur l'offrande, ses crocs menaçants le faisant douter de son apparence inoffensive. Ses yeux s'écarquillent, s'attendant à une attaque féroce de la part de l'animal. Mais la bête bondit avec une maladresse comique, ignorant totalement le jeune homme. Il retire immédiatement ses conclusions, réalisant qu'il n'a affaire qu'à un simple chien stupide. Il lui donne généreusement la viande, lui expliquant qu'il en a beaucoup pour son expédition. Après avoir nourri l'animal, il lui fait un signe d'adieu et reprend sa route. Il sent une présence derrière lui et se retourne pour découvrir que le husky le suit obstinément. Agacé, il tente de chasser l'animal, lui ordonnant de ne pas lui barrer la route. Le chien, ravi, hoche la tête, confirmant avec enthousiasme son intention de l'accompagner. Il active sa vision spéciale pour analyser la créature, ses yeux dorés brillant d'une lueur curieuse. Sa vision lui révèle que le chien est en réalité un loup-démon de rang C qui cherche à devenir son partenaire. Amusé par l'apparence inoffensive du loup, il décide qu'adopter un compagnon n'est pas une si mauvaise idée. Il baptise la créature Simba, lui promettant de la nourriture en échange de son obéissance. Le lendemain, l'équipe de chasseurs qu'il a croisée plus tôt s'enfonce dans la zone, à la recherche d'un artefact interdit.
Le capitaine explique que la valeur de ces trésors se chiffre en milliards, attisant la convoitise de ses hommes. Un de ses coéquipiers, plus pragmatique, se contenterait de chasser des monstres et de cueillir des herbes pour s'enrichir. Le chef d'équipe leur ordonne de se taire, conscient que le moindre bruit pourrait attirer un danger mortel. Une nouvelle règle de la zone interdite apparaît alors, interdisant formellement d'insulter les autres. Le capitaine est aussitôt puni pour ses moqueries, une pointe d'énergie sombre jaillissant du sol pour le frapper. L'attaque énergétique frappe de plein fouet une barrière invisible, la fissurant dangereusement. Le capitaine est violemment projeté en arrière, son visage crispé par l'impact soudain. Il atterrit lourdement mais se stabilise, refusant de céder face à cette punition inattendue. Le projectile s'écrase au sol, laissant une trace d'énergie fumante dans la terre gelée. Soulagé, il réalise qu'un talisman de protection vient de lui sauver la vie de justesse. Ses coéquipiers, bouche bée, n'en croient pas leurs yeux, choqués par ce qui vient de se passer. Ils paniquent, sachant que sans protection, la punition céleste de la zone est fatale. L'un d'eux se demande si les monstres ne sont pas attirés par les psychiques, ajoutant à la tension ambiante. Son camarade le rabroue, lui rappelant que dans la zone, il n'y a pas d'amis, seulement des proies. C'est alors que l'un des chasseurs pointe le doigt vers le ciel, son visage déformé par la surprise. Un des chasseurs, jumelles en main, est stupéfait par la scène qui se déroule au loin. Son camarade lui intime le silence d'un geste, ne voulant pas attirer l'attention. Ils observent les restes d'un squelette, une vision macabre mais courante dans la zone. Le jeune homme, vêtu d'une nouvelle tenue, rend hommage au défunt avant de s'approprier ses affaires. Accompagné de son loup, il s'installe pour un repas, espérant ne pas attirer d'ennui. Le capitaine, bouche bée, n'en revient pas de voir quelqu'un seul, sans la moindre protection. Un autre membre de l'équipe ajoute qu'il est même accompagné d'une créature de la zone. Ils en concluent qu'il contrôle les monstres et pratique une sorte de rituel étrange. L'équipe se demande alors avec effroi s'il ne s'agit pas d'un des redoutables disciples de Dieu. Observant la scène de loin, l'un d'eux confirme que cette hypothèse est fort probable. Il fait griller de la viande, demandant à son compagnon affamé de patienter encore un peu. Les chasseurs se demandent s'il est un disciple de Dieu immunisé contre les règles, hésitant entre l'attaque et la retraite. Le capitaine, prudent, suggère d'observer, ne connaissant ni la force ni les origines de cet individu. L'équipe approuve, décidant de suivre l'avis de leur camarade expérimenté et de rester en observation. Pendant ce temps, le jeune homme retourne nonchalamment la viande qui grésille sur le feu. Il annonce à son compagnon que le repas est prêt et le loup exprime sa joie avec enthousiasme. Mais le loup change soudain d'attitude, grognant férocement vers une menace invisible. Le sol explose soudainement devant eux dans un fracas assourdissant, projetant des débris. Une créature insectoïde aux yeux bleus brillants jaillit de la terre, prête à attaquer. Loin de paniquer, son œil floral s'illumine, analysant calmement la nouvelle menace. Sa vision identifie la menace. Un scorpion de classe C, un prédateur souterrain au dard fatal. Projeté en arrière par la force de l'éruption, il se prépare à l'inévitable confrontation. La créature se jette sur lui, ses pinces massives prêtes à le broyer. D'un bond agile, il esquive l'assaut mortel, sautant par-dessus la pince du monstre. Simba intervient, se préparant à intercepter le dard empoisonné qui fond sur eux. Le dard du scorpion s'écrase violemment au sol, manquant de peu sa cible. Son compagnon atterrit lourdement, se plaçant comme un bouclier entre le monstre et son maître. Le jeune homme réalise alors que la véritable forme de combat de Simba est bien celle d'un loup démon. Entouré d'une aura menaçante, le loup révèle sa nature féroce, ses yeux brillants d'une lueur rouge. Pour motiver sa bête, il brandit un morceau de viande, promettant une récompense pour la victoire. Le loup démon, haletant de joie, attend avec impatience sa récompense gourmande. Motivé, Simba se jette sur le scorpion qui prépare une contre-attaque empoisonnée. La créature part l'assaut avec ses pinces, les deux monstres étant de force égale. Le loup démon révèle sa véritable fureur, ses crocs brillant d'une lueur menaçante. Il charge de nouveau avec une vitesse foudroyante, prêt à submerger son adversaire. Le jeune homme comprend que le combat est dans une impasse et décide d'utiliser sa vision pour trouver une faille. Une aura dorée l'enveloppe alors qu'il concentre son pouvoir pour analyser le monstre. Sa vision spéciale se concentre sur le scorpion, scrutant sa structure à la recherche d'un point faible. Son œil floral s'illumine, ayant enfin percé à jour le secret de la carapace du monstre. Il ordonne à son compagnon de frapper la jointure du dard, révélant le point faible de la créature. Simba s'élance alors à une vitesse fulgurante, son corps entouré d'une aura rouge menaçante. Il bondit sur le scorpion, ses crocs visant précisément le point faible indiqué par son maître. Ses mâchoires se referment sur la queue du monstre, la broyant avec une force dévastatrice. La créature, surprise par la douleur, projette violemment le loup démon pour se libérer. Le jeune homme lève le poing, encourageant son compagnon pour cette manœuvre parfaitement exécutée. Sans perdre une seconde,
Simba arrache le dard empoisonné, neutralisant la plus grande menace du scorpion. Le dard sectionné s'écrase au sol, se brisant en 1000 morceaux sous la force de l'impact. Le loup démon atterrit avec agilité, se retournant pour faire face à son adversaire désormais mutilé. Simba pousse un hurlement de triomphe, célébrant sa victoire aux côtés de son maître. Mais le regard du jeune homme se durcit, son attention soudainement attirée par une présence au loin. Les chasseurs, perplexes, se demandent s'il ne serait pas un marionnettiste qui manipule les créatures. Le capitaine rejette cette idée, trouvant absurde de croiser un chef des disciples de Dieu ici. Un autre chasseur suggère qu'il est trop faible et propose une attaque surprise pour obtenir une récompense. Le jeune homme apparaît soudainement devant eux, ses yeux dorés fixés sur le groupe de chasseurs. Stupéfait, il lève la tête et le découvre, lui et son loup, les observant depuis une position surélevée. Le capitaine, pris de panique, se demande comment il a pu s'approcher d'eux sans faire le moindre bruit. Le garçon les toise, prêt à répondre à leur accusation de le prendre pour un marionnettiste. L'un des chasseurs tente de se rassurer, précisant qu'il ne s'agit que d'un homme et de son chien. Le capitaine reprend confiance, leur rappelant qu'ils sont 3 contre un seul adversaire. Mais un autre membre de l'équipe remarque son équipement usé, suggérant qu'il n'est pas un expert et qu'il faut rester prudent. Il espère nerveusement que les chasseurs ne vont pas l'attaquer, une goutte de sueur trahissant son anxiété. Une nouvelle règle apparaît alors, interdisant formellement d'attaquer ses semblables sous peine de punition. Il comprend que son sort dépend entièrement de la connaissance de cette règle par ses adversaires. Il sait que même avec Simba, il serait vaincu en quelques secondes, la punition arrivant bien trop tard. Le chasseur le toise, sa lame énergétique prête à frapper, ignorant totalement le danger qui le guette. Il en déduit qu'ils ignorent cette loi et qu'il doit agir vite pour survivre à cette confrontation. Adoptant une posture pleine d'assurance, il leur demande s'ils savent réellement à qui ils ont affaire. Le chasseur, déconcerté, se demande s'il ne s'agit pas d'un des redoutables disciples de Dieu. Le capitaine, méfiant, juge son attitude agressive et doute de sa véritable force. La panique gagne un autre membre, terrifié à l'idée de provoquer un apôtre et de signer leur arrêt de mort. Le capitaine, intimidé, demande au jeune homme de révéler son identité. Depuis son perchoir, le garçon rétorque qu'il devrait d'abord se présenter. Intérieurement, il se félicite d'avoir réussi son bluff pour calmer la situation. Le capitaine s'exécute, se présentant comme Zhao Sixi, un psychique spécialisé en endurance. Le jeune homme lui ordonne sèchement de se taire, affirmant son autorité. Surpris par cette interruption, le capitaine le dévisage, ne comprenant pas sa réaction. Il annonce alors que pour le punir d'avoir tiré sa dague, il va l'attaquer. Il lui ordonne de se concentrer et de surveiller les environs, augmentant la tension. Une nouvelle règle de la zone apparaît. Il est obligatoire de répondre lorsqu'on est appelé par son nom. Le capitaine se prépare à l'assaut, se demandant quelle attaque son adversaire immobile prépare. Un projectile d'énergie frappe le sol juste à côté du capitaine, qui le regarde avec surprise. Son coéquipier est alors violemment transpercé par une lame d'énergie verte, punition de la zone. L'homme s'effondre au sol, neutralisé par l'attaque punitive qui se dissipe aussitôt. Terrifié, le capitaine se demande s'il fait face à un psychique de rang S capable de tuer par la parole. Le jeune homme se réjouit intérieurement, son plan pour les intimider en exploitant les règles a fonctionné. Les survivants, paniqués, implorent son pardon, ne comprenant pas la source de son pouvoir. D'un regard glacial, il leur ordonne de disparaître sur le champ. Les chasseurs s'enfuient en toute hâte, l'un d'eux portant son capitaine blessé pour échapper à la menace. Il les observe partir, soulagé d'avoir évité un combat qu'il aurait certainement perdu. Se tournant vers son loup, il lui promet une récompense s'il l'aide à survivre à cette journée. Les chasseurs terrifiés retournent à leur base, un avant-poste isolé dans le paysage enneigé. L'un d'eux fait irruption pour rapporter une information capitale à son chef. Le chef d'équipe, intrigué, écoute attentivement le rapport de son subordonné. Le chasseur décrit sa rencontre avec un individu d'une puissance terrifiante, potentiellement de rang S. Le chef, assis avec autorité, lui ordonne de donner une description précise de cet inconnu. Il révèle que l'homme masqué commandait un loup démon et utilisait un pouvoir verbal, le liant aux disciples de Dieu. Alarmé par cette révélation, le chef décide de se rendre sur place pour vérifier cette menace. 4 jours plus tard, la scène se déplace au plus profond de la zone interdite. Au loin, des éclairs d'énergie déchirent le blizzard, signe d'un combat intense. Simba a évolué, atteignant le rang B et devenant un loup démon encore plus redoutable. Il constate avec satisfaction que son compagnon est désormais capable de rivaliser avec un crocodile mutant de rang B. Simba se jette sur le reptile géant, engageant un combat féroce entre 2 créatures de même puissance. Juché sur un arbre, il ordonne à son loup de viser le ventre de la bête, son point faible évident. Il réalise que bien que son compagnon ne soit pas un génie, il comprend parfaitement ses instructions simples.
Le loup démon s'entraîne avec son maître, mordillant son bras pour tester ses réflexes. Il se souvient qu'une règle l'empêche de toucher une créature plus de 3 secondes, rendant impossible de l'utiliser comme monture. Une silhouette ailée survole la cime des arbres, laissant tomber une plume en guise de signature. L'observateur ailé confirme avoir repéré sa cible, l'homme masqué accompagné de son loup démon. Au même moment, un convoi de véhicules blindés progresse lentement dans le paysage enneigé. Le chef de l'escouade ordonne à ses hommes de garder leur distance, soupçonnant son pouvoir de contrôle. Une lumière aveuglante éclate soudainement, illuminant les ténèbres. Au loin, une immense colonne d'énergie violette jaillit du sol, attirant l'attention des chasseurs. L'escouade se demande si l'apparition d'un nouvel artefact interdit n'est pas liée à leur cible. Simba, victorieux, se dresse fièrement sur la carcasse du crocodile, son regard féroce. Le jeune homme, intrigué, observe lui aussi l'étrange phénomène lumineux qui déchire le ciel. Il se demande si cette lumière annonce l'apparition d'un trésor, une opportunité inespérée. Estimant n'avoir aucun rival dans les parages, il décide d'aller voir de plus près avec son compagnon. Les deux compagnons s'élancent alors à travers un paysage étrange aux arbres roses. Leur course les mène à une forêt de piliers de pierre, d'où émane la lueur violette. Ils réalisent l'immensité de la zone, se demandant jusqu'où il devra s'enfoncer pour en atteindre le centre. Simba pousse un hurlement, alertant son maître d'un danger imminent. Le jeune homme s'immobilise au milieu des piliers, sentant une présence écrasante. Un serpent de pierre colossal surgit alors au-dessus de lui, gardien de ce passage mystérieux. Son œil rougeoyant le fixe avec une intensité glaciale, jaugeant sa minuscule proie. Ils réalisent qu'ils font face au gardien du seuil, une créature d'une puissance inégalée. Conscient de leur faiblesse, il sait que ni lui ni son loup ne peuvent espérer vaincre ce monstre. Dans un geste insensé, il brandit un morceau de viande, tentant de négocier avec la bête. Le regard du monstre s'illumine, étrangement intéressé par cette offrande inattendue. Une lueur d'espoir naît dans ses yeux, comprenant que sa folle stratégie pourrait fonctionner. Au même moment, les chasseurs détectent une fluctuation de rang A, persuadés d'assister à la naissance d'un artefact. Le chef de l'escouade ordonne à ses hommes de se préparer à s'emparer de l'artefact interdit. Ils s'enfoncent dans la forêt, conscients que des monstres gardiens protègent le précieux trésor. Une horde de créatures insectoïdes surgit alors du brouillard rose, prête à défendre son territoire. Le capitaine, le visage crispé, alerte son équipe que l'assaut des gardiens est imminent. Hurlant ses ordres, il déchaîne son pouvoir, ses yeux brillants d'une énergie bleutée intense. Les membres de l'équipe révèlent leur transformation bestiale, prêts à se jeter dans la mêlée. Un colosse aux muscles saillants active sa puissance, son aura violette menaçant d'écraser l'ennemi. L'escouade fait face à une armée de créatures chimériques, gardiennes de l'artefact convoité. Des lames d'énergie fendent l'air, frappant les premières lignes de la horde monstrueuse. Le combat éclate, les chasseurs se frayant un chemin à travers les rangs des gardiens. Le capitaine prévient son équipe qu'il pénètre dans la forêt d'obsidienne, le cercle intérieur de la zone interdite. Un serpent monstrueux surgit alors, menaçant de dévorer le chef d'escouade. La créature projette un rayon d'énergie corrosive, forçant le capitaine à esquiver de justesse. Ils identifient la bête comme un python des enfers de rang A, dont les attaques sont hautement corrosives. L'escouade réalise avec effroi qu'une horde de créatures s'est rassemblée, leur barrant la route. Le chef, imperturbable, ordonne à ses hommes de se protéger et de forcer le passage. L'un des chasseurs transformés engage le serpent géant dans un corps à corps titanesque. Le combattant révèle sa véritable nature, une créature à 2 têtes qui défie le monstre. Il déploie alors toute sa puissance, révélant une 3e tête et maîtrisant 3 éléments distincts. La bête à 3 têtes déchaîne un souffle d'énergie dévastateur, balayant la horde de monstres. Le monstre a 3 têtes et son adversaire s'affrontent dans un déchaînement d'énergie bleutée. L'une de ses têtes crache un torrent de flammes, submergeant la horde de créatures. Assailli de toutes parts, il repousse une pluie de projectiles de pierre avec ses pouvoirs élémentaires. Le capitaine ordonne à son équipe de fuir, pendant qu'il retient seul les monstres pour leur ouvrir un passage. Un autre chasseur bondit pour intercepter un monstre d'ombre, sa lame prête à frapper. L'œil reptilien du monstre brille d'une lueur verte, préparant une contre-attaque imminente. Le chasseur à 3 têtes est frappé par la queue du serpent, hurlant sous la violence de l'impact. Refusant de céder, il absorbe l'énergie verdâtre de l'attaque, sa propre fureur grandissant. Défiant le serpent, ses 3 têtes s'embrasent de pouvoirs distincts, prêts à riposter. Le serpent est alors violemment frappé par une attaque surpuissante, son corps se tordant de douleur. Le chasseur à 3 têtes est écrasé par la queue du serpent, luttant pour contenir sa puissance destructrice. Le capitaine réalise avec horreur que le gaz toxique du python est extrêmement corrosif. Il se retourne et voit son équipe submergée, incapable de retenir la horde plus longtemps. Une armée de créatures variées déferle sur eux,
confirmant ses pires craintes. Le chef d'escouade comprend avec amertume qu'il a totalement sous-estimé le danger de la zone. N'ayant d'autre choix, l'escouade bat en retraite, poursuivie par une marée de monstres. Il ordonne l'abandon de la mission, sachant que percer les défenses de l'artefact est désormais impossible. Son regard se durcit, une lueur de détermination brillant malgré la situation désespérée. Pendant ce temps, loin du chaos, le jeune homme est pris d'un éternuement soudain et bruyant. Il se demande pourquoi se battre, convaincu qu'un simple morceau de viande aurait suffi à corrompre les gardiens. Il se tourne vers son loup, confirmant que sa méthode de corruption par la nourriture a parfaitement fonctionné. 5 heures plus tard, il semble s'ennuyer profondément, son objectif toujours hors de portée. Il constate que même après avoir apprivoisé le serpent de pierre, l'artefact reste désespérément lointain. Une attaque d'énergie violette jaillit soudainement, annonçant l'arrivée d'un nouveau gardien. Ses yeux dorés s'écarquillent, alors qu'il identifie la source de cette nouvelle menace. Un scorpion colossal de rang A se dresse devant lui, une version évoluée de la créature qu'il a déjà affrontée. Loin d'être effrayé, il se réjouit d'avoir enfin trouvé un monstre de rang A après une si longue errance. Une idée folle germe dans son esprit. S'il apprivoise cette bête, il deviendra le maître incontesté de la zone. Sans hésiter, il sort un autre morceau de viande de monstre prêt à tester à nouveau sa technique de dressage. Il lance son offrande sur la créature, espérant corrompre ce nouveau gardien avec sa fameuse attaque. Le scorpion géant, déconcerté, attrape le morceau de viande, ne comprenant pas cette offrande. Il dévore la viande avec un plaisir évident, son agressivité s'évanouissant aussitôt. Une notification confirme que l'hostilité du monstre est éliminée, validant sa stratégie de corruption. Mais la créature, désormais amicale, en réclame davantage, mettant le jeune homme dans l'embarras. Le scorpion se tourne alors vers Simba, son regard affamé désignant sa prochaine cible. Le garçon s'interpose aussitôt pour protéger son compagnon, tentant de raisonner la bête affamée. Le scorpion, visiblement déçu, semble bouder, croisant les pinces avec un air contrarié. La créature se retourne alors et commence à creuser frénétiquement le sol avec sa queue. Elle disparaît sous terre en un instant, laissant le jeune homme et son loup seuls et perplexes. Il comprend avec dépit que le monstre l'a simplement utilisé pour un repas avant de s'enfuir. Il réalise que les méthodes de dressage habituelles sont inefficaces sur les monstres de rang A. Il se lamente d'avoir perdu son dernier morceau de viande sans même réussir à apprivoiser la créature. Simba, affamé, gémit en reniflant son sac, espérant y trouver de la nourriture. Il tente d'expliquer à son compagnon qu'il ne parlait pas de lui en utilisant sa métaphore. À court de provisions, il annonce qu'il ne lui reste plus que de la soupe à boire. Le loup se met soudainement à grogner, alertant son maître d'une présence inattendue. Le scorpion de rang A réapparaît alors, flottant dans les airs avec une offrande surprenante. La créature laisse tomber un énorme cochon à leurs pieds, un cadeau de chasse totalement inattendu. Il comprend que le monstre est parti chasser, déterminé à obtenir son barbecue par tous les moyens. Le scorpion, visiblement ravi, serre affectueusement sa proie, impatient de la partager. Au même moment, une porte de pierre, un artefact interdit de rang A, se dresse devant une autre équipe. Le chef d'escouade ordonne à une partie de ses hommes de défendre le périmètre pendant que les autres décrypteront l'artefact. Un archer de rang B et un guerrier de rang C confirment l'ordre, prêts à monter la garde. Devant la porte, un membre de l'équipe confirme que la fluctuation d'énergie est au minimum de rang A. Un chasseur au marteau géant propose de simplement détruire la roche pour s'emparer du trésor. Mais leur chef lui rappelle que les règles de l'artefact priment sur toute loi physique. Son coéquipier rétorque qu'ignorant les règles, ils devraient tenter leur chance pas à pas. Un autre membre, impatient, se moque de leur prudence et décide de forcer le passage. Il déchaîne une puissante attaque énergétique pour tenter d'ouvrir la porte de force. Mais malgré sa puissance, la porte de pierre ne bouge pas d'1 centimètre, résistant à son assaut. L'équipe dévisage son coéquipier impulsif, visiblement peu impressionné par son échec. Le chef lui rappelle que la force brute est totalement inutile face à ce genre d'artefact. Son camarade rétorque qu'ils ont au moins découvert une règle cruciale. L'artefact n'est pas agressif. Il ajoute avec un sourire narquois que s'il avait été dangereux, son coéquipier serait déjà mort. Le chef décide qu'ils devront découvrir les règles par élimination, pas à pas. Leur attention est soudainement attirée par l'arrivée d'un groupe inattendu au loin. Le jeune homme, masqué et confiant, arrive enfin sur les lieux, l'air satisfait. Observant les chasseurs en contrebas, il constate que l'endroit est bien moins paisible qu'il n'y paraît. L'un des chasseurs identifie les créatures comme un python de rang B et un loup démon et ordonne à son équipe de se préparer au combat. Depuis sa position surélevée, le jeune homme demande calmement aux chasseurs de révéler leur identité. Il leur assure qu'il est juste un simple spectateur, venu par curiosité. Le chef de l'escouade, méfiant, doute de ses paroles, rappelant que son identité est inconnue.
Il calcule leurs chances, estimant qu'ils ont l'avantage numérique 6 contre 3. Il en déduit que l'inaction du garçon est un signe de prudence face à leur puissance. Il émet l'hypothèse qu'il attend des renforts, ce qui pousse son équipe à se préparer à l'attaque. Convaincu de sa théorie, il décide qu'ils doivent frapper les premiers pour prendre l'avantage. Le jeune homme évalue la menace, réalisant que les 3 rangs B et 3 rangs C ne sont pas à son avantage. Le chef motive ses troupes, déclarant que l'artefact reviendra au plus fort et lance l'assaut. Agacé, le garçon les met en garde, leur conseillant de ne pas s'approcher sous peine d'en subir les conséquences. Un des chasseurs se jette en avant, persuadé qu'en éliminant le maître, les créatures ne seront plus une menace. Le chasseur est violemment projeté en arrière par une force invisible, son visage déformé par la surprise. Le scorpion de rang A surgit alors du sol, ses pinces menaçantes prêtes à écraser l'imprudent. Le chef d'escouade réalise avec horreur que si la créature est de rang A, son maître doit être encore plus puissant. Le jeune homme leur rappelle calmement qu'il les avait prévenus de ne pas l'attaquer. Les yeux du scorpion s'illuminent d'une lueur violette, confirmant qu'il est passé en mode chasse. Le garçon les avertit avec un calme glacial que rien ne pourra arrêter la fureur de sa créature. Le chef des chasseurs s'effondre, paralysé par la peur face à cette puissance écrasante. Pris de panique, il tente de négocier, assurant qu'ils ne sont que de simples braconniers sans mauvaises intentions. D'un simple geste de la main, le jeune homme interrompt ses supplications. Il leur demande alors pourquoi ils ont fait preuve d'une telle agressivité s'ils n'étaient pas hostiles. D'un regard glacial, il leur demande s'il a bien entendu quelqu'un parler de le tuer. Le chasseur, terrifié, nie en bloc, essayant de désamorcer la situation avec un sourire forcé. Son chef le frappe violemment, lui ordonnant de montrer plus de respect à leur aîné. Le chef, désormais obséquieux, suppose que leur puissant visiteur est également venu pour le trésor. Le jeune homme confirme nonchalamment leurs soupçons, son calme ajoutant à son aura de mystère. Il s'approche de l'artefact, leur demandant si c'est bien sur cette porte qu'ils butent. Le chef des chasseurs explique avec embarras qu'ils sont bloqués, incapables de percer ses secrets. Il lui cède alors la place, déclarant que le destin l'a mené ici et qu'ils n'interféreront pas. Pendant ce temps, les autres chasseurs admirent le plan de leur chef, le laisser faire le sale boulot pour ensuite s'enfuir. Le garçon comprend leur manœuvre, réalisant qu'ils ignorent tout des règles de l'artefact et agissent à l'aveugle. Il devine leur stratagème, le laisser déverrouiller l'artefact pour ensuite lui voler la récompense. Son regard se durcit, il élabore un plan et décide qu'il doit d'abord connaître leur nom. Se tournant vers le groupe, il s'adresse directement au chef pour lui demander son identité. Le capitaine Wang Wu s'exécute avec une fausse humilité, révélant son rang de psychique B. Le jeune homme répète le nom, doutant de sa véracité mais prêt à l'utiliser pour son plan. Wang Wu répond avec un enthousiasme exagéré, jouant le rôle du subordonné obéissant. Le garçon lui lance alors un défi absurde, lui donnant 10 secondes pour résoudre une énigme enfantine. Le capitaine est soudainement projeté en arrière par une violente décharge d'énergie. Il est violemment repoussé, son corps entouré d'une aura sombre et punitive. À terre et neutralisé, ses coéquipiers se précipitent vers lui, paniqués par cette attaque soudaine. Le jeune homme se met en garde, demandant aux chasseurs de justifier leurs actions. Ses yeux dorés fixent le capitaine, révélant qu'il a parfaitement compris leur petit jeu. Il les accuse ouvertement de l'utiliser comme un simple cobaye pour déchiffrer les règles de l'artefact. Le chef des chasseurs, pris au dépourvu, reste sans voix face à cette accusation directe. Il tente de se justifier maladroitement, assurant qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Le garçon leur donne alors un ultimatum. Partir, l'aider à tester les règles, ou subir une troisième option bien plus sinistre. Poussé à bout, le capitaine choisit la violence et se prépare à éliminer le jeune homme. Le garçon lui accorde alors 10 secondes pour reconsidérer sa décision, augmentant la pression. Le chef des chasseurs panique, ne voulant pas abandonner si près du but. Il ordonne à son coéquipier de le couvrir pendant qu'il prépare une puissante attaque d'énergie sombre. Une nouvelle règle est violée, déclenchant une punition énergétique violette sur le chasseur. Le coéquipier est frappé de plein fouet par la sanction de la zone, son corps électrisé par la douleur. Le jeune homme et son loup observent la scène, leur patience ayant visiblement atteint ses limites. Les chasseurs survivants s'agenouillent, implorant son pardon et jurant de ne plus jamais l'importuner. Terrifiés, les chasseurs s'enfuient à toutes jambes, se dispersant dans le chaos pour sauver leur vie. Les fuyards réalisent avec stupeur qu'il a réussi à maîtriser les règles de la zone, un exploit inédit. Le capitaine comprend enfin qu'ils ont provoqué un individu bien au-delà de leur portée. Seul au milieu des piliers de pierre, le garçon et son loup les regardent disparaître dans la neige. Il avoue à son compagnon qu'il est soulagé d'avoir évité un combat qui aurait été bien plus compliqué. Une lueur de satisfaction brille dans ses yeux, savourant le pouvoir de manipuler les lois de la zone. Le jeune homme, seul face à l'artefact,
se demande comment il va bien pouvoir s'en emparer. Il décide d'analyser les règles de l'artefact, mais son loup se met à aboyer furieusement. Alerté par les grognements de Simba, il se retourne cherchant la source de l'agitation. Une nuée d'ombre tourbillonnante s'élève d'un piédestal, annonçant l'arrivée d'une nouvelle menace. Un individu masqué et cornu émerge de l'énergie sombre, se présentant comme un des disciples de Dieu. L'homme, qui se nomme Raven, affiche un sourire confiant et sinistre. Le garçon réalise qu'il fait face à un groupe terroriste, se demandant pourquoi ils convoitent aussi ce trésor. Raven explique avec arrogance que tout artefact de rang A attire naturellement la convoitise de son organisation. Il précise avec un sourire narquois que personne ne peut prendre l'artefact sans en connaître les règles. Raven ajoute que même en cas de succès, le vainqueur deviendrait une cible pour les chasseurs de démons. Le jeune homme devine que son adversaire n'est pas venu pour l'artefact, sentant une autre motivation. Raven confirme avec un sourire sinistre que l'artefact n'était qu'un prétexte, révélant sa véritable cible. Son regard violet se fixe sur le garçon, désignant clairement sa proie avec une intention menaçante. Surpris, le jeune homme réalise avec stupeur qu'il est la véritable raison de la présence du disciple. Une analyse révèle que la puissance de Raven est incommensurable, bien au-delà de son propre niveau. La sueur perle sur son front, comprenant qu'il fait face à un ennemi de rang A+, ou même S. Raven révèle avoir percé sa couverture, affirmant que son faible pouvoir de rang B ne peut le tromper. Refusant de se laisser intimider, le garçon ordonne à son loup de se préparer au combat. Simba répond à l'appel, sa taille augmentant et son corps s'enveloppant d'une aura de combat féroce. Le jeune homme comprend alors que son adversaire possède également une vision spéciale, capable d'analyser ses pouvoirs. Raven lève les yeux, comprenant que le jeune homme possède lui aussi une capacité de vision spéciale. Simba, furieux, déchaîne son aura de combat, prêt à se jeter sur le disciple. Le jeune homme alerte son compagnon, lui ordonnant d'être prudent face à cet adversaire redoutable. Une pluie d'aiguilles et d'énergie sombre s'abat alors sur le loup démon. La créature hurle de douleur, subissant de plein fouet l'assaut de son ennemi. D'un geste méprisant, Raven projette le loup dans les airs, se moquant de sa faiblesse. Il invoque un bras d'ombre colossal, soulignant l'immense fossé de puissance qui les sépare. L'étreinte sombre se referme sur Simba, le disciple lui ordonnant de cesser sa résistance inutile. Le bras d'ombre explose, ne laissant que des fragments de son adversaire, sous le regard choqué du jeune homme. Raven fonce alors sur le garçon, lui confiant avec un sourire sinistre la mission de le protéger. Le jeune homme est saisi par son adversaire, totalement déconcerté par cet assaut inattendu. Le scorpion de rang A intervient, ses pinces massives prêtes à protéger son nouveau maître. Les yeux dorés du garçon s'écarquillent, réalisant que son allié improbable est venu à sa rescousse. La créature intercepte l'attaque de Raven, son corps blindé bloquant le projectile d'énergie sombre. Le disciple, stupéfait, voit son assaut dévié par cette intervention qu'il n'avait pas anticipée. Le choc de l'impact pulvérise la roche environnante, témoignant de la puissance du gardien. Raven est alors frappé de plein fouet par une attaque violette, son corps enveloppé d'énergie. Il comprend avec stupeur que le garçon contrôle bien un démon de rang A, une puissance qu'il a sous-estimée. Une énergie noire ronge sa main, lui révélant que le dard du scorpion l'a empoisonné. Le scorpion déchaîne alors une attaque tourbillonnante, son dard visant à achever le disciple affaibli. Raven admet sa défaite pour cette fois, se dissolvant dans une nuée d'ombre violette. Il se retire du champ de bataille, laissant le jeune homme seul avec ses créatures alliées. Le disciple promet une revanche, jurant de lui montrer la véritable puissance d'un serviteur divin. Le garçon se tourne vers son scorpion et le remercie sincèrement de lui avoir sauvé la vie. Il s'inquiète pour ses compagnons, se demandant si son loup démon a survécu à l'assaut. Simba, le scorpion et le serpent de pierre se rassemblent, formant une équipe aussi improbable que redoutable. Touché, le jeune homme leur jure une reconnaissance éternelle pour leur sacrifice. Le danger écarté, il se concentre de nouveau sur l'artefact, se demandant comment s'en emparer. Son œil floral s'illumine, révélant qu'il peut désormais percevoir les règles pour posséder le trésor. Une règle simple apparaît. Pour ouvrir la porte, il suffit de lui réciter un poème. Il récite alors le poème énigmatique, sa seule clé pour percer le secret de l'artefact. La porte de pierre se met à trembler violemment, ses fissures s'illuminant d'une énergie violette. Le jeune homme est pris de court, réalisant que sa simple récitation a déclenché le mécanisme. Sous ses yeux, la porte s'ouvre enfin dans un éclat de lumière, révélant le passage. Il se félicite d'avoir passé des années à lire une culture générale qui s'avère aujourd'hui vitale. Il se souvient alors qu'il doit aussi infuser l'artefact de son énergie pour l'activer complètement. Sans hésiter, il pose sa main sur la porte, libérant toute sa puissance psychique. Une minute plus tard, il s'effondre au sol, complètement vidé de son énergie. Épuisé mais victorieux, il contemple son œuvre, le corps endolori mais l'esprit satisfait.
Il avoue à son loup qu'à force de côtoyer des puissants, il a presque cru en être un lui-même. Il réalise que son énergie de rang E est ridicule face à un artefact de rang A. Il appelle alors ses deux compagnons, prêt à leur proposer une activité des plus amusantes. Perchés au-dessus de la porte, ces deux monstres attendent ses ordres avec une curiosité non dissimulée. À des centaines de kilomètres de là, une base militaire détecte une soudaine et puissante fluctuation d'énergie. Dans une chambre de confinement, la jeune femme qu'ils ont sauvée est enveloppée d'une aura de cristal verdoyante. Le vieil homme se réveille, confus, sentant une étrange connexion avec les événements en cours. Les yeux de la jeune femme s'ouvrent brusquement, son regard rose brillant d'une nouvelle conscience. Elle aperçoit son grand-père à travers la vitre, soulagée de le voir enfin réveillé. Perdue, elle lui demande où il se trouve, cherchant des réponses dans son regard. Yang Hu intervient alors, révélant au vieil homme qu'ils sont dans un camp militaire sécurisé. La jeune femme le reconnaît, son regard furieux fixé sur le chasseur de démons. Yang Hu se présente avec une confiance désinvolte, certain de son charme irrésistible. Elle l'accuse alors d'avoir attiré le monstre qui a détruit leur véhicule et exige réparation. Pris au dépourvu, le soldat d'élite perd toute sa contenance, ne sachant comment répondre. Le vieil homme, furieux, exige leur libération, mais Yang Hu leur explique qu'ils doivent rester isolés. Intriguée, la jeune femme baisse les yeux vers ses pieds, sentant une étrange sensation. Elle découvre avec stupeur que des cristaux de glace se forment autour d'elle, émanant de son propre corps. Yang Hu lui révèle qu'elle a fusionné avec le cristal, obtenant un pouvoir de glace qu'elle ne maîtrise pas encore. Elle se souvient alors de la pierre qu'il lui a lancée, comprenant l'origine de sa transformation. Contemplant la glace qu'elle a créée, elle prend conscience de l'incroyable pouvoir qui sommeille en elle. Yang Hu la rassure, confiant qu'elle maîtrisera vite son pouvoir, et lui ordonne de se reposer pour le moment. Il reçoit un appel l'informant du réveil de la jeune femme et demande aussitôt si son niveau de puissance a été détecté. L'analyse préliminaire la classe au rang A, il ordonne donc son transfert immédiat pour la protéger des disciples de Dieu. Le visage déterminé, il promet de tout mettre en œuvre pour garantir sa sécurité. Le lendemain, une nouvelle journée se lève sur la ville enneigée. Elle découvre avec une joie exubérante les résultats de son analyse. Un pouvoir de glace élémentaire classé A+. Son grand-père, le regard bienveillant, lui confie que sa sécurité est la seule chose qui importe. Pleine d'une nouvelle détermination, elle annonce pouvoir enfin protéger son ami et demande à son grand-père s'il a des nouvelles. Le vieil homme partage son inquiétude pour le garçon et l'enthousiasme de la jeune femme retombe aussitôt. Leur conversation est interrompue par l'arrivée d'une imposante silhouette, les forçant à lever les yeux. Yang Hu s'approche, demandant à la jeune femme comment elle se sent après sa transformation. Elle répond qu'elle est prête à chercher son ami, surprenant Yang Hu par la maîtrise rapide de son pouvoir. Le soldat adopte un air grave, annonçant qu'il a une nouvelle importante à leur communiquer. Intriguée, la jeune femme le fixe, attendant de connaître la nature de cette information. Se tournant vers son grand-père, elle réalise que ce dernier lui a caché quelque chose d'essentiel. Le vieil homme détourne le regard, son silence confirmant les soupçons de sa petite fille. Yang Hu leur révèle alors qu'un disciple a été repéré et qu'elle doit être évacuée vers la cité 7 pour sa sécurité. Elle refuse catégoriquement, rappelant que son ami est toujours porté disparu et qu'elle doit le retrouver. Il lui explique que c'est une mesure nécessaire, car hors de leur contrôle, elle pourrait devenir une menace majeure. Totalement déconcertée, elle exige de savoir pourquoi elle serait considérée comme une menace. Yang Hu se jette sur elle pour la maîtriser, la prenant par surprise. Poussée par la colère, elle libère une vague d'énergie glaciale incontrôlée. Son poing de glace intercepte l'assaut du soldat, créant une onde de choc. Yang Hu observe son bras gelé, impressionné par la puissance brute de la jeune femme. Elle réalise avec horreur qu'elle vient d'attaquer instinctivement un membre de la garde de nuit. Il lui explique que son pouvoir de rang A+ est instable et pourrait devenir incontrôlable sous le coup de l'émotion. Elle reste silencieuse, comprenant la gravité de la situation et le danger qu'elle représente. Pour la convaincre, il sort une photo de son ami, expliquant que c'est aussi pour sa sécurité. La jeune femme et son grand-père exigent alors de savoir où se trouve leur compagnon. Yang Hu révèle que sa dernière position connue était près de la zone 77 et qu'il y est peut-être entré. La jeune femme, choquée, demande si son ami est vraiment apparu hors de la zone interdite. Yang Hu confirme la nouvelle et lui tend sa fiche d'enregistrement, prouvant son identité. Elle peine à croire qu'il ait pu quitter la zone, se remémorant leur fuite désespérée. Il la rassure en expliquant que bien qu'introuvable pour l'instant, les recherches se poursuivent activement. Elle accepte finalement d'aller à la cité 7, mais pose 2 conditions fermes. Sa première exigence est de pouvoir devenir une chasseuse de démons une fois son pouvoir maîtrisé. Elle marque une pause, son visage se durcissant avant d'énoncer sa seconde condition.
Sa priorité absolue est la sécurité de son ami, exigeant que les recherches soient intensifiées. 18 heures plus tôt, le jeune homme et ses créatures observent le portail de l'artefact qui s'ouvre enfin. Accompagné de ses deux alliés, il contemple le passage, sentant que le danger ne fait que commencer. Il jette un œil prudent derrière la porte, constatant qu'elle n'a pas de dos. Ses yeux dorés s'illuminent, prêts à découvrir la véritable nature de ce trésor. Les règles de l'artefact apparaissent, révélant une porte spatiale liée à son âme et capable de le téléporter dans n'importe quel lieu de sa mémoire. Jugeant que le risque est minime, il décide de tester immédiatement ce nouveau pouvoir.